pour vos invités, j'ai acheté des petites choses et puis j'ai mis quelques fruits. Je me suis permis d'aller piocher dans le panier. Vous allez loin, vous allez loin. De toute façon, je crois que j'en embarque les soutiens aussi à la maison. Surtout les bananes, elles sont très bonnes. Oui, bah, vous pouvez déjeuner de bananes, c'est excellent. Et j'ai dit à Quentin d'en prendre, il me dit mais non, mais j'ai dit si, tu peux en prendre. Vous pouvez faire une cure de fruits, c'est excellent pour la santé. Oui. Donc Quentin, comme d'hab, vous me dites quel titre vous choisissez que je puisse annoncer. Enfin, comme d'hab depuis 2 jours. Ok, je vais vous montrer sur le truc. Bon, vas-y, je prends mon bazar. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver avec Quentin à la technique pour aujourd'hui un spécial Europe. Comme tous les vendredis, simplement aujourd'hui, il va durer un petit peu plus longtemps qu'à l'accoutumée parce que la question qu'on se pose, c'est y a-t-il des valeurs européennes? C'est une question qui a été posée en février dernier à Enghien-les-Bains lors des entretiens européens. Un document donc exclusif IDFM et nous allons rester avec vous pour vous faire entendre l'ensemble de ce débat jusqu'à 11 h. Alors les questions qu'ils se sont posées sont: l'Europe s'est construite effectivement sur un socle de valeurs revendiquées. Partage-t-on toujours ce socle commun? Sont-elles européennes, occidentales ou universelles? Ne sont-elles pas mises à l'épreuve par certains gouvernements européens eux-mêmes? Quelles sont ces valeurs européennes? Car le sentiment d'appartenance à travers l'Europe est une référence qui nous singulariserait tous à travers le monde. Ça n'existe pas dans aucun autre continent. Alors vous entendrez l'avis de 4 personnalités. Stéphanie Vonneux, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes, élue également de Pontoise. Vous entendrez Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Michel Mangenot, professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, vice-président de l'Association française de sciences politiques. Et puis aussi Alex Taylor, journaliste animateur de radio et de télévision britannique et français. Mais ce débat ne sera pas animé par moi, il est animé par Daniel Deséquel, journaliste, producteur de Carrefour de l'Europe sur RFI, donc un spécialiste de l'international et de l'Europe. Suivez-nous donc, ça va être passionnant bien sûr en FM 98.0, mais aussi par internet, idfm.fr, ou alors en direct, tout de suite, en vidéo live sur notre page Facebook. Vous tapez IDFM Radio Enghien pour ces 2 heures exceptionnelles. Allez, comme à l'accoutumée, bien sûr, on retrouvera la chronique de Larissa Minoff un petit peu avant 11 h, et puis pour l'immobilier, bien sûr, et puis tout de suite, je vous propose une petite pépite musicale. C'est qui? C'est Calvin Harris. D'accord. Alors, la table ronde 3 du coup. Non, mais elle est dans mon dossier du jour. Hein. Okay. Et je l'ai appelée « Y a-t-il des valeurs européennes ?» C'est-à-dire le sujet. Vous allez la trouver. Comment il s'appelle ce titre de Calvin Harris? Ça en anglais, il s'appelle Acceptable in the 80s. Acceptable, il date des années 80? Non, mais il est assez vieux. Je pense qu'il date des débuts 2000. Début 2000. Ah oui. Je vais regarder ça sur la page. Vous aimez, vous? Ouais. D'accord. Il faut choisir des titres que vous aimez. J'aime bien savoir ce que les gens de votre âge aiment. Je sais ce que mon fils, il écoute. Ouais. Bon, moi, je suis un peu plus vieux quand même. Tout fort? Bon, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. 21, lui, il en a bientôt 17. C'est pas beaucoup plus vieux. Et en vrai, il y a une vraie différence. Hein. Ah, par contre, au niveau de la musique, sans doute, oui. Ouais. Je vais regarder. Ah non, c'est 2007 pour ça. C'est 2007 le titre? Ouais. Ok. C'est pas un vieux. Dans combien de temps on reprend? En 2000. Je vais demander à la Christophe. Pourquoi quoi? J'ai 2,40 pour le truc de l'Europe. 2,40 hein. Je sais pas, l'espèce de player qui affiche des valeurs pas super. Oui, ça dure 1h30. Donc 1h34. Voilà, merci. 1h34. Bah, c'est pas celui qui a été coupé? J'ai pris y a-t-il des valeurs Europe Ouais. Dans le dossier du jour. Bah, ouais. C'est ce que vous m'avez mis.
Ah non, non, celle-là, je l'ai pris mauvais. Là, c'est celle-là. Avec 2,40. C'est pas ça. Non, ça c'est pas bon. Y a-t-il valeur. Non, mais c'est pas bon, on prend l'autre là. On prend celui de 1,34. Ah bah alors du coup, il dure plus longtemps. Alors c'est pas celui qui est coupé alors. On a mis ça. Vous pouvez pas l'écouter avec votre casque, voir si c'est un bug ou si. Je peux faire ça vite fait, vous avez combien à 5 Ouais, vite fait pour voir jusqu'où il dure. Émission. Ah bah si ça dure 1h34, c'est à 20 qu'il faut qu'on prenne le relais. Qu'on passe le relais à la table ronde. Allez, à la fin. Non, il dure vraiment 2 minutes. Ah non, bah alors c'est pas le bon. Ah, ça, c'est. Je sais pas. Donc on passe lequel? Ah bah le 1h34, tant pis. Sauf que ça, il faut l'écouter parce que ça cafouille au début. Ok, je vais essayer non, de commencer. Vous ne prenez pas commencez à Pascal Boniface. Vous prenez pas celui qui parle au tout début. Vous lancez quand Pascal Boniface s'exprime. Vous vous souvenez de sa voix? Je crois. On va voir. Là, pendant cette façon, je m'adapte. Moi, de toute façon, j'ai de quoi lancer plein d'infos. J'ai plein d'infos à passer, hein, donc vous avez votre temps pour l'écouter et le caler au beau moment. Nous sommes de retour sur IDFM. Je viens de vous faire entendre Calvin Harris Acceptable. C'est un titre qui date du début des années 2000. Donc aujourd'hui, nous sommes bien sûr au bar de l'économie. La question qu'on se pose, c'est y a-t-il des valeurs européennes? Un débat, c'est un document exclusif IDFM qui va durer jusqu'à 11h, qu'on vous passera à partir de 9h20, 9h25. Mais tout de suite, bien sûr, comme d'habitude, quelques informations à retenir. Évidemment, des informations européennes pour aujourd'hui. Vous avez dû entendre cette semaine, le Parlement européen a déclenché une procédure, donc c'était il y a 2 jours, une procédure de sanctions contre la Hongrie en raison de menaces sur les valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est une première du Parlement européen qui dénonce la menace systémique de valeurs de l'Union européenne en Hongrie. Les eurodéputés se sont prononcés en faveur d'une résolution demandant au Conseil européen, l'organe qui regroupe les chefs d'État, d'ouvrir une procédure de sanctions contre la Hongrie. C'est la première fois, comme je vous le disais, que le Parlement européen use de son droit d'initiative pour demander au Conseil de se prononcer sur la situation de l'état de droit d'un pays membre. La résolution, adoptée par 448 voix favorables contre 197, 48 abstentions tout de même, liste les multiples violations de la démocratie et des droits de l'homme constatées par les institutions européennes depuis l'arrivée au pouvoir de Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. Ces violations concernent notamment l'indépendance de la justice, la liberté des médias, la liberté académique ou du sort fait aux migrants et à tous ceux qui leur portent assistance. Viktor Orban, qui était soutenu par des groupes politiques d'extrême droite et eux des eurosceptiques, avait été en revanche lâché par le Parti populaire européen auquel appartient le Fidesz. Alors, c'est un petit peu compliqué le fonctionnement de l'Europe, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y a d'une part le Conseil européen et d'autre part le Parlement européen. Voilà, c'est un petit peu comme dans une société. Vous avez le conseil d'administration et puis l'équipe qui gère. Eh bien, c'est un peu ça, voilà, schématiquement expliquer comment fonctionne l'Europe. Seconde info européenne, l'Allemagne fait tanguer le consensus européen sur la taxe des GAFA, c'est-à-dire de Google, c'est-à-dire la taxation des géants du net. La taxe Google revient au menu donc des ministres des Finances de l'Union européenne, car fin mars, la Commission européenne a proposé la mise en place rapide d'une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Cette mesure visant à rééquilibrer le taux d'imposition effectif de ces géants du numérique qui plafonne à 9,5% contre une moyenne de 23,2% pour les secteurs d'activité traditionnels en Europe. La proposition de Bruxelles avait déplu à certains États membres qui bénéficient de schémas d'optimisation des GAFA, à l'image de l'Irlande, qui héberge le siège européen de Google, ou du Luxembourg, qui bénéficie aussi à Apple, son siège est installé au Luxembourg. Si elle est mise en œuvre, cette taxe sur le numérique pourrait concerner 120 à 150 entreprises, dont la moitié sont des géants de la tech américains, et rapporter environ 5 milliards d'euros par an aux États membres, selon les estimations de la Commission européenne.
Confrontés au dur labeur du redressement des finances publiques de leurs pays respectifs, la France et l'Espagne défendent cette solution transitoire d'une taxe Google. Mais l'Allemagne semble freiner son adoption car ils veulent attendre la remise à plat du système d'impôt sur les sociétés au niveau européen, dont un des objectifs est de davantage prendre en compte les spécificités de l'économie numérique et améliorer sa taxation. Cette réforme n'aboutirait bien sûr pas avant plusieurs années, donc une affaire à suivre qui va revenir, je pense, dans les prochains mois. Autre info, pourquoi cette morosité entre la France et l'Allemagne? Eh bien, les Allemands nous reprochent la hausse de notre déficit, la non-maîtrise de notre budget, et puis la France n'est plus que le 4e partenaire commercial de l'Allemagne, alors que ça se fut auparavant le premier. En fait, eh bien, le premier partenaire de l'Allemagne, c'est les États-Unis, où les exportations de Mercedes ont explosé, et puis vient en second la Chine, ensuite les Pays-Bas et la France ensuite. Autre info, la France ne veut plus payer pour la Hongrie et la Pologne, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, alors que la bataille pour le budget européen s'amorce. Jean-Yves Le Drian a indiqué aussi que la France et l'Allemagne entendraient s'accorder sur une position commune sur l'immigration d'ici le sommet européen du 20 septembre à Salzbourg. Le ministre ne veut pas laisser ce sujet aux populistes et aux marchands d'illusions, a-t-il dit, en faisant référence à la situation italienne où le gouvernement du mouvement populiste 5 étoiles et de la Ligue, c'est l'extrême droite, a donné un ultimatum aux pays européens pour atteindre un accord d'ici la fin de semaine sur l'accueil des réfugiés arrivant en Italie. Chaque État membre, a-t-il dit, le ministre, est libre d'élire les dirigeants qu'il souhaite, mais notre vision de l'Union européenne comme cercle premier d'alliance et de valeurs n'est pas compatible avec les gouvernements qui n'en respectent pas les principes fondamentaux et ne se sentent aucunement liés par la solidarité communautaire, a-t-il déclaré. Il a ajouté que ces pays avaient, entre guillemets, une approche ultrariste de l'Union dans laquelle ils ne choisiraient que ce qui les intéresse, en premier lieu, la redistribution de l'argent. Nous ne sommes pas prêts à payer pour cette Europe-là, a insisté Jean-Yves Le Drian. Je vous rappelle que les négociations sur le budget de l'Union européenne sont pour le budget 2020-2027. Voilà, la proposition de la Commission européenne pour la répartition des fonds présentée fin mai réduit de 23% la part des fonds de cohésion versés à la Pologne. Oui, la Pologne est aussi, en plus de la Hongrie, dans le collimateur de la Commission européenne. Des coupes seront ainsi faites en Pologne dans les subventions aux agriculteurs et au développement rural. Jean-Yves Le Drian a également parlé du manque de solidarité dans le cadre de l'accueil des réfugiés. En septembre 2015, déjà, le gouvernement d'Ewa Kopacz s'était engagé à accepter 7000 Syriens fuyant la guerre civile et le gouvernement suivant, celui de Beata Szydło, n'a pas voulu respecter l'accord comme la Hongrie et refuse d'accueillir des réfugiés. L'opposition à l'accueil des réfugiés est devenue d'ailleurs un des principaux slogans du gouvernement actuel du parti Droit et Justice. L'affaire est d'ailleurs carrément en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dernière info, eh bien en juillet, la Commission européenne a infligé une amende à 4 géants de l'électronique. Asus, Philips, Pioneer, Danone et Marantz ont été accusés d'imposer des prix de revente sur Internet plus élevés. Coupables de pratiques anticoncurrentielles, ils devront s'acquitter d'une amende de 111 millions d'euros. Alors cela porte sur des produits électroménagers comme les sèche-cheveux, les ordinateurs portables, des écouteurs, des enceintes, des cafetières, des aspirateurs, des équipements de home cinéma, des brosses à dents électriques, des rasoirs, bref, qui a dit que acheter sur Internet c'était toujours une affaire, eh bien pas si sûr. Les 4 firmes de l'électronique entraient donc en contact avec les distributeurs en proposant leurs marchandises moins chères si ceux-ci ne répondaient pas. Et si ceux-ci ne répondaient pas aux exigences de ces 4 entreprises en termes de prix, ils recevaient des menaces ou des sanctions, y compris un blocage de l'approvisionnement. Selon Bruxelles, de nombreux distributeurs en ligne utilisent des algorithmes de prix qui adaptent automatiquement les prix des détaillants à ceux de la concurrence. Donc, faites bien des recherches sur Internet avant d'acheter quelque chose pour comparer les prix. Donc, je cite d'ailleurs, la Commission dit « L'utilisation des instruments sophistiqués de contrôle permettait aux fabricants de pister de manière efficace la fixation des prix de revente dans le réseau de distribution et leur permettait d'intervenir rapidement en cas de baisse des prix, ont-ils dit. » Les 4 entreprises ont reconnu les faits et le fait de reconnaître, donc je rappelle qu'il s'agit d'Asus, Philips, Pioneer et Danone et Marantz, c'est le fait de reconnaître les faits et de coopérer avec l'exécutif européen
eh bien, leur permet une réduction de l'amende. Mais Asus devra payer 63 millions d'euros, Denonce et Marant un peu plus de 7 millions, Philips un peu plus de 29 millions d'euros et Pioneer un peu plus de 10 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les affaires européennes. Je vous propose une petite pause musicale et ensuite notre débat. J'ai remis le même titre. Lequel? Le même titre. Bah, changez tout de suite en vitesse. Ouais. Je vous ai mis un truc dans mon dossier du jour. Je pensais qu'on passait direct après. Non, non, il faut faire une pause. C'est que ça fait un 30 ou un 34 finalement? Lancer Amber, je sais pas quoi là. C'est bien, le jingle, ça sert toujours. C'est qui ça? C'est King Bondi. King Bondi. Très bien. Il y a des jours comme ça. Ouais. Et ce titre s'appelle comment? Il s'appelle Solo. Solo. Et donc on passe après, juste après le... Oui, je l'introduis quand même. Okay. Donc moi ça commence par une phrase directe de Bonnie. Oui, parce que je vais dire bonjour Pascal. Il commence par dire, c'est un peu le problème parce que... Oui, c'est pour ça que je vais lui poser bonjour Pascal. Moi du coup après je vais partir à la poste, poster mon recommandé et puis après je reviens vu que ça dure 1h30 notre truc. Ouais. Ça va écouter Il faut baisser un petit peu, vous faites la musique là dans le studio. On a oublié à propos Je pense d'internet. qu'il va falloir arrêter de faire des vidéos. Ah non, non, il faut les faire au contraire. Non, non, on peut pas. Si, si, parce que c'est très intéressant. Moi, Alors, je si on a des récupère problèmes plein de juridiques, gens. comment on fait? On n'a pas de problème, vous inquiétez pas. De toute façon, si on a des problèmes, ce sera mon problème avec la direction. Pas vous. Oui, mais non, non, non. On n'aura pas de problème. J'ai pas envie qu'on se retrouve avec un procès et que du jour au lendemain on me dise bah vous êtes licencié parce qu'on ne peut pas payer. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous me faites peur tout seul. Mais j'en sais rien, Mais sais je vous assure, ne vous inquiétez pas. Et puis moi, je veux dire, vous verriez le nombre de contacts via LinkedIn que j'ai, c'est énorme. Vous voulez augmenter l'audience de la radio ou pas? Bah, vous le voyez, je fais des vidéos aussi, mais je fais pas des vidéos d'1h30. Hein. Je fais des vidéos de 7 minutes et j'ai autant ou même voire des fois plus que vous, alors vous faites 1h30. Oui, mais moi, mes clients, entre guillemets, mes intervenants, ils les récupèrent. Hein, donc il faut leur laisser le temps de les récupérer. J'allais. Et vous pourriez nous mettre un des derniers titres de Zaz dans votre playlist là? Je ne l'ai pas reçu encore. Ah bon? Il a été envoyé il y a une semaine. Donc là, tu t'en vas? Non, non, je monte mon bague, je suis là. Je reste là. Ça dure combien de temps là? 40 minutes. D'accord, on reprend. Donc là, après, j'introduis. Et on passe direct à l'interview. Et quand je vais dire, y a-t-il des valeurs européennes? Vous lancez Pascal qui répond à ma question. Je vais dire bonjour Pascal. D'accord? Ok. Il reste 15 secondes. Ok. Il faudra se préparer. Et là, le débat, Au bar de l'économie, vous venez d'entendre King Bondi, avec son titre Solo. Alors place maintenant au débat du jour, un document exclusif IDFM, avec donc Stéphanie Vonneux, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, chargée des affaires européennes, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Michel Mangenot, professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8,
Alex Taylor, journaliste et animateur de radio britannique et française. Un débat animé par Daniel Deséquel, journaliste, producteur de Carrefour de l'Europe sur RFI. Pascal Boniface, bonjour. Y a-t-il des valeurs européennes? Plus fort en studio. Et en même temps du traité de Lisbonne, forme un cadre effectivement qui définit ces valeurs. Et ensuite, on a un peu pourquoi on a proposé ce thème sur les valeurs cette année et qu'on l'a pas fait dans les années précédentes. C'est qu'en fait, ce qui change, c'est qu'elles sont mises en cause à l'intérieur de l'Europe. Et au moment même où depuis déjà le traité de Lisbonne, on peut dire que l'Europe peut exporter ses valeurs, qu'elle a même un devoir d'exporter ses valeurs, on voit qu'elles sont remise en cause, voire foulée aux pieds à l'intérieur par des pays qui ont adhéré récemment. Tu as parlé dans ton intervention initiale de la Hongrie et de la Pologne, et effectivement, la Croix titrait hier la justice mise en cause en Pologne, par exemple. Donc, c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Et donc, peut-être qu'il est temps de s'interroger plus profondément sur ce que sont ces valeurs. Est-ce qu'elles sont réellement incarnées par tous les pays européens? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de prétention de la part des pays européens de penser qu'elles sont à la fois européennes et universelles? C'est une sorte de contradiction qu'il faut bien résoudre. Et effectivement, on voit que d'autres pays revendiquent ces valeurs, les appliquent, que d'autres pays peut-être ne les appliquent pas encore, mais sont en voie de le faire. Et quand on chasse, quand on balaye devant notre propre porte, on voit que certaines de ces valeurs n'étaient pas appliquées en Europe il y a 10, 20 ou 30, 40 ans, notamment l'égalité homme-femme, qui est maintenant considérée comme une valeur européenne, n'était certainement pas lorsque le traité de Rome a été signé, puisque le statut des femmes, notamment en France, mais c'était pas le seul pays, était très fortement mineur par rapport aux hommes. Le droit des minorités, notamment sexuelles, n'était pas la même chose en 56 que maintenant. Donc on voit quand même qu'il y a une évolution de cela qui est très forte. Mais là, Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, qui nous a fait le plaisir ce matin, rappelait que l'Espagne a adhéré au nom de la démocratie à l'Union, enfin à ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne. Et c'est vrai qu'il y a au moins quelque chose sur lequel l'Europe n'a pas varié, contrairement à l'OTAN, puisqu'il y avait une table ronde sur la défense ce matin, c'est que aucun pays non démocratique n'a jamais pu adhérer à l'Union européenne. Le Portugal de Salazar, le salazariste, pouvait être membre de l'OTAN, mais pas de l'Union européenne. La Grèce des colonels pouvait être membre de l'OTAN, mais pas de la Communauté économique européenne. Et l'Espagne franquiste, sans être membre de l'OTAN, était un allié de l'OTAN, mais était tenu aux portes de la Communauté économique européenne. Ce n'est qu'une fois devenu démocratique, et ça a été d'ailleurs une sorte également d'aspirateur à la démocratie, que la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont pu devenir membres de l'Union, enfin de la Communauté économique européenne, ce qui n'était pas possible auparavant. Et on voit que l'aspiration à l'adhésion à l'Union est également un élément pacificateur dans les Balkans. S'il n'y a pas de reprise du conflit dans les Balkans, c'est bien parce que tous les pays de cette région sont candidats à l'Union européenne. Donc les deux valeurs fondamentales de la Communauté économique européenne devenue Union européenne, c'est paix et démocratie. Alors, ensuite, d'autres valeurs se sont agrégées dessus, mais je pense qu'elles ne suffisent plus, bien sûr, aujourd'hui. Mais ce sont les deux valeurs fondamentales. Aucun pays étant en guerre avec son voisin n'a pu adhérer aux instances européennes, sous diverses dénominations, et aucun pays non démocratique n'a pu participer à la construction européenne. Alors Michel Mangelot, sans refaire toute l'histoire de la construction européenne, peut-être un petit mot quand même pour rappeler, Pascal Boniface avait commencé à tracer cette ligne, que la construction européenne ne s'est pas faite sur l'idée de valeurs. En 1957, le traité de Rome ne parle pas, n'évoque pas les valeurs. On est dans une situation, dans une recherche d'une économie qui fonctionne. Oui, absolument. Le traité de Rome parle essentiellement de paix et de liberté, et ce qui a prédominé pendant toute la première partie de la construction européenne, c'est ce qu'on appelle souvent les 4 libertés. Donc la liberté de circulation pour les personnes, les capitaux, les services et les biens, les marchandises. Donc de ce point de vue-là, on était plutôt dans un premier temps dans une définition, on va dire, économique et sociale de ces libertés, les 4 libertés fondatrices de l'Union européenne, et progressivement, par un processus assez complexe sur lequel on s'interrogera peut-être cet après-midi, l'Union a essayé d'affirmer davantage ses valeurs. Elle l'a fait par étapes.
D'abord en 1973, je pense que c'est intéressant de le rappeler aujourd'hui au moment où le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne le 29 mars 2019, c'est qu'au moment de l'adhésion du Royaume-Uni, du Danemark et d'Irlande, il y a la première déclaration, la déclaration de Copenhague, qui fixe l'identité européenne et la nécessité pour les États neufs à l'époque de défendre ces valeurs à l'échelle internationale. Voilà. Après, on a un processus, comme vous l'avez dit, d'introduction dans le traité, d'abord le traité de Maastricht, puis ensuite dans le traité de Nice avec le dispositif permettant de s'assurer du bon respect de ces valeurs, donc un dispositif sur lequel on reviendra, et enfin les valeurs telles qu'elles sont indiquées dans le traité de Lisbonne. Je vous les rappelle simplement: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Et là, on est en 2007. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que quand un pays rejoint l'Union européenne, il adhère à ces valeurs. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, même si à l'origine, le fait d'être une démocratie allait de soi pour adhérer quand les 6 États fondateurs ont fait ce choix, il n'était inscrit nulle part puisque c'est un processus sui generis qu'il fallait être une démocratie. Je rappellerai de ce point de vue-là également, pour faire référence peut-être à des débats actuels, on dit souvent que l'Europe permet la paix. On pourrait inverser la logique en disant que c'est la nature démocratique des États constitutifs de l'Europe qui permet la paix. Vous avez une thèse dans les relations internationales que connaît bien Pascal Boniface, qu'on appelle la thèse de la Pax Democratica. C'est quoi? C'est l'idée que 2 démocraties prises l'une à l'autre ne recourent jamais à la guerre. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de 2 démocraties prises l'une à l'autre qui ont recouru à la guerre. Et donc de ce point de vue-là, la nature démocratique des États a fait que l'Europe est devenue cet espace de paix. Et donc il a fallu attendre, pour répondre à votre question, 1993, toujours Copenhague, cette fois-ci les critères de Copenhague, qui prévoient 3 critères nécessitant le maintien ou le respect de ces critères pour pouvoir adhérer, engager un processus d'adhésion. Je vous les rappelle simplement: la présence d'institutions stables garantissant la démocratie et l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités, on revient sur les mêmes valeurs, une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché, à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'UE, et l'aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion. C'est toute la dimension juridico-institutionnelle nécessaire à être un État membre. Et donc depuis 1993, il faut officiellement, même si c'était le cas avant, respecter ces 3 critères pour pouvoir prétendre à l'adhésion. Alors Stéphanie Bonneux, comment on milite pour ces valeurs européennes lorsqu'on est vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des questions européennes? Alors très modestement ou immodestement, ça dépend d'où on se place, tout simplement en essayant de les rendre concrètes. La difficulté de valeurs, c'est qu'elles sont a priori théoriques. On voit bien que c'est quelque chose, ça peut être même des idéaux sur lesquels il faut qu'on travaille et qu'on essaye de déployer, mais malheureusement, à force de claironner des choses qui peuvent paraître évidentes, ça peut en perdre paradoxalement sa force. Et la responsabilité de collectivités territoriales d'une taille, j'allais dire d'une puissance économique comme la région Île-de-France, c'est précisément de faire que ces idéaux ou ces valeurs prennent une dimension et une réalité concrète. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, ou dans mes analyses personnelles, dans mes réflexions personnelles, de dire que l'Europe reste une belle idée. C'est un beau projet, c'est d'ailleurs dans ces termes-là souvent qu'on en parle, et en revanche, c'est dès qu'on commence à parler de gouvernance, d'organisation et de résultats, que ça se complique. Pour autant, l'idéal reste là, et c'est la raison pour laquelle je pense il faut derrière toutes les politiques qui sont développées par l'Union européenne telle qu'elle est constituée aujourd'hui, et que des collectivités comme la région Île-de-France sont chargées de mettre en place sur le territoire et de précisément rapprocher, ce qui est encore à travailler, mais le citoyen européen de ces politiques et de ces gouvernants, c'est notre rôle, c'est de faire cette interface, et je pense que c'est à travers cet aspect concret qu'on peut le faire. Moi, je suis assez, j'allais dire dur, peut-être même injuste vis-à-vis de certains, j'espère que personne ne se sentira visé, mais certains que j'appelle des eurobéats. Parce qu'ils sont tellement convaincus de l'Union européenne, précisément parce que les valeurs qu'elle défend sont des valeurs universelles, ça a été rappelé, que du coup on peut potentiellement en oublier le fait que non, ça parle pas forcément à tout le monde. Bien sûr qu'on sait que la paix c'est bien,
C'est mieux que la guerre. Mais ça peut paraître tellement, encore une fois, théorique, que si on n'y met pas un peu de, si on ne parvient pas à matérialiser et à en faire la démonstration et la preuve, et bien finalement, on s'adresse à une génération dont je fais partie, mais qui plus est, enfin, plus encore ceux derrière moi, qui heureusement pour eux n'ont pas connu cette guerre, ne l'ont pas vécue. J'ai eu l'occasion de le dire, je crois, l'année dernière, d'ailleurs, quasiment en ces termes-là, et que si on n'apporte pas la démonstration de l'utilité et de la prégnance des valeurs européennes, eh bien on peut passer à côté. Et c'est, je pense, précisément ce qui se passe aussi à l'est de l'Europe, où nous avons aujourd'hui des pays européens, enfin désormais européens, et puis géographiquement sur le continent européen, qui toquent à la porte ou qui y sont entrés pour des raisons essentiellement économiques, hein, faut pas se voiler la face, donc pour des raisons disons les choses, d'argent financier, mais qui au passage foule peut-être un peu aux pieds, même si le mot est un peu fort, mais ce qui fait le socle de cette union initiale et dans sa genèse. Donc je pense qu'il faut y être particulièrement vigilant, parce que selon l'adage, cela va sans le dire, mais cela va mieux en le disant, et je pense que s'agissant des valeurs, on est exactement dans le cœur de cet adage ou de ce proverbe français. Alors on va évidemment revenir aux problèmes que posent aujourd'hui les pays d'Europe centrale et orientale, et particulièrement la Pologne et la Hongrie, mais je voudrais que nous écoutions un peu Alex Taylor sur le thème des valeurs, et je sais Alex que le terme valeur européenne, c'est pas le mot que vous employez le plus souvent, le plus facilement, d'ailleurs assez intraduisible en anglais. Oui, je garde un peu mon côté britannique à thé, mais le côté mauvais coucheur aussi. Mais là, du coup, c'est vrai que je l'écoute un peu avec l'oreille anglo-saxonne. Oui, mais je vis en France depuis 40 ans. Mais je ne suis pas persuadé. Je crois qu'on fait un peu fausse route si on défend l'Europe des valeurs, parce qu'il faut bien comprendre. Parce que moi, par exemple, pour devenir français, il y a 6 mois, il a fallu que il y a le livret du citoyen, il a fallu que j'apprenne toutes les dates de la Révolution, etc. Et je me suis rendu compte à nouveau à quel point votre pays est un pays fondé sur des valeurs et des idées intellectuelles. Mais il faut bien vous dire que si on fait un pas en arrière, c'est pas le cas pour d'autres pays. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Et encore, c'est les Britanniques parce que c'est les plus extrêmes. Mais si vous demandez, il y a eu un sondage fait l'année dernière auprès d'écoliers, et on leur a demandé quelles sont les valeurs qui définissent votre identité nationale. Alors on a demandé ça à des écoliers français, ils ont dit l'égalité, la liberté, la fraternité, etc. Vous demandez à des Britanniques quelles sont les idées autour desquelles se rassemble l'idée d'identité, et ils ont répondu le fait qu'il fait pas très chaud ni très froid chez nous, Manchester United et the Spice Girls, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, il faut bien vous mettre dans la tête que l'idée de dire que l'Europe défend des valeurs ou est organisée autour des valeurs, et là, je me fais volontiers un peu provocateur, mais je suis français maintenant, donc voilà. Mais en même temps, c'est un peu une erreur de dire que l'Europe, pour les autres pays, c'est forcément autour d'idées intellectuelles ou de valeurs. Je crois que l'Europe, pour d'autres pays, et c'est un peu le problème, parce que c'est aussi un peu, vous allez me détester encore plus, mais c'est un peu une arrogance de notre part de dire que les valeurs européennes, c'est les valeurs de démocratie et de diversité. Moi, par exemple, je suis gay, mais je peux vous dire que je me sens 1000 fois mieux à San Francisco qu'à Varsovie en ce moment. Il y a d'autres pays dans le monde qui défendent aussi le droit des femmes. C'est pas une spécificité européenne, et la démocratie non plus. Donc, si nous partons du fait que nos valeurs sont meilleures que d'autrui, ou que nous sommes un havre de bonnes valeurs, même au niveau de la démocratie, je vous parle en tant que Britannique, et je viens de vivre une expérience terrible avec le Brexit. Quand vous voyez la presse britannique, où 85% des articles dans la presse britannique étaient contre l'Union européenne, ou des gens comme moi, par exemple, qui avons perdu nos droits en tant que citoyens britanniques vivant dans l'Union européenne, on n'avait même pas le droit de vote, alors que vous, les Français vivant à l'étranger, vous avez 11 députés. Donc, c'est pas toujours génial la démocratie chez nous non plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je prends un pas en arrière en disant il y a peut-être d'autres choses qui nous rassemblent, qu'on peut appeler des valeurs, plutôt que les idées un peu intellectuelles
genre, liberté, égalité, etc. Par exemple, moi, une valeur européenne dont beaucoup de jeunes Britanniques se sont rendus compte depuis le vote du Brexit, c'est le fait de se sentir chez soi, dans 28 autres pays où on peut travailler. Moi, ça fait 40 ans que je vis dans votre pays et à aucun moment, depuis 40 ans que je vis ici, même si j'ai un accent, même si je bois du lait et même si je dis des choses désagréables sur les valeurs, personne ne m'a jamais fait sentir que je ne suis pas chez moi ici. Ça, c'est unique dans le monde. Vous allez trouver un autre groupe de pays souverains qui acceptent que des gens bougent et qui travaillent, qui se sentent libres dans d'autres pays. Ça, c'est une véritable valeur européenne pour moi, par l'expérience, et c'est avec ça qu'on risque d'attirer les gens et que les gens adhèrent à ce projet. Parce que depuis le Brexit, je m'arrête là, l'un des tweets les plus tragiques que j'ai reçus une semaine après le Brexit, ça rejoint ce que vous disiez par rapport à votre génération. C'est un jeune Britannique qui était pour le Brexit et qui m'a tweeté « Mais nous quittons l'Union européenne, monsieur, ça ne veut pas dire que nous ne pourrons plus étudier, venir vivre, s'installer, travailler comme les autres dans les autres pays en France. » Et je lui ai dit, eh ben si, vous avez perdu ce droit et vous ne le saviez pas. Donc ça, par exemple, c'est un acquis européen qui n'existe pas ailleurs. Et pour moi, c'est une valeur qui me parle beaucoup plus que des idées intellectuelles que d'autres citoyens ailleurs en Europe ne reconnaissent pas comme étant primordiales pour définir leur identité. Alors dans cette belle histoire que les uns et les autres nous raconteront, il y a tout de même un petit grain de sable, Pascal Boniface, c'est la Pologne. Alors la Pologne, on peut résumer en quelques mots, la Commission européenne lui reproche de remettre en cause l'état de droit au niveau du pouvoir judiciaire par un système un peu complexe qui peut être difficile à percevoir, à savoir que de plus en plus le pouvoir a la main sur l'outil judiciaire. C'est évidemment en contradiction majeure avec les fondements de l'Union européenne et ce que disent les Polonais, en tout cas les plus conservateurs d'entre eux, les ultra-conservateurs, ils disent c'est pas la Pologne qui a changé, c'est l'Europe qui a changé. Non, enfin là c'est vraiment un argument de mauvaise foi à front de taureau, parce que l'Europe n'a pas changé, c'est la Pologne qui a changé électoralement, qui a changé de gouvernement et qui est vraiment passé de l'autre côté. Et c'est vrai que les Polonais ont ce double bind, ce double sentiment de demander à la fois des fonds structurels à l'Union européenne et de protester contre l'intrusion, l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires intérieures polonaises, qui est quand même très contradictoire. Ceci étant, ce qui se passe aujourd'hui en Pologne amène quand même deux considérations, non pas contradictoires, mais complémentaires. Un, c'est que l'histoire est longue. Et que, par définition, vu l'histoire différente de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, les Polonais ne peuvent pas, y compris, disons, 13 ans après l'adhésion à l'Union européenne, agir comme des pays qui sont, dès le départ, dans la Commission européenne. Par rapport à l'étranger, par rapport à la Russie, par rapport à l'Église, par rapport aux mœurs, la Pologne reste différente parce que l'histoire laisse des traces et qu'on ne se débarrasse pas de l'histoire aussi facilement que cela. Et donc c'est un élément factuel qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, on voit aussi quand même que les choses changent parce que finalement que on voit bien que les tensions internationales favorisent le raidissement des pouvoirs nationaux. C'est bien parce qu'il y a des tensions avec la Russie que la Pologne a viré à l'extrême droite. Et c'est parce qu'il y a des tensions d'ailleurs avec le monde occidental que Poutine peut établir un ordre de façon populaire chez lui. Parce que finalement la popularité de Poutine chez lui est la conséquence de son impopularité dans le monde occidental et inversement. Et donc on voit bien qu'à partir du moment où les tensions sont nées entre la Russie et les Occidentaux, le pouvoir polonais de droite a pu, disons très à droite, très réactionnaire au sens premier du terme, a pu revenir. Mais s'ils sont réactionnaires, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en Pologne. Bien sûr, dès le départ, vu le poids de l'Église catholique, l'avortement, sur les mœurs, il y avait des tendances très conservatrices que, au fur et à mesure, la société civile polonaise avait remis en cause. Et même dans les liens avec la Russie, d'ailleurs, il y avait avant le fait, par exemple, de dire que l'accident d'avion à Katyn est un complot russe n'était pas le cas il y a 3 ou 4 ans. Les Polonais admettaient que c'était simplement l'irascibilité de leur président en titre qui avait conduit à cela. Et donc on voit bien que là, il y a un raidissement qui est dû à la fois au facteur géostratégique général et au fait qu'il y a des racines profondes
réactionnaires en Pologne qui reprennent vigueur, qui refleurissent. Mais ces racines réactionnaires profondes étaient refoulées, étaient en voie de disparition, mais du moins reculaient. Et là, elles reprennent par un peu, mais finalement, on peut avoir un mouvement un peu identique en Turquie, où du fait de la guerre civile en Syrie, Erdogan raidit son pouvoir alors qu'il allait vers plus d'ouverture. Donc pour reprendre, alors peut-être j'ai fait une longue digression, pour reprendre votre question Daniel sur la Pologne, oui, il y a un retour en arrière qui est lié à la fois à des racines nationales importantes qui étaient refoulées, qui refleurissent du fait des tensions internationales. Ceci étant, ce retour en arrière n'est pas acceptable. Et on ne peut pas à la fois dire qu'on veut faire partir du club sans en respecter les règles et que l'on veut l'argent du club sans respecter les conditions d'admission. Dans tout club, il y a des règles, il y a des conditions d'admission, on doit respecter des règles pour faire partie du club. À partir du moment où on ne les respecte pas, eh bien on peut envisager la remise en cause de l'appartenance. Et aujourd'hui, la Pologne ne respecte pas les règles du club auxquelles elle a adhéré il y a 14 ans. Alors Michel Mangeot, qu'est-ce que ça signifie, ce que vient d'expliquer Pascal Boniface sur la cohérence de l'Union européenne, quand au sein même de l'Union européenne, il y a des pays, alors on s'est un peu focalisé sur la Pologne, mais on pourrait évidemment dire un petit mot sur la Hongrie, qui remettent en question quand même la règle du jeu, comme vient de le dire Pascal Boniface. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne fonctionne selon une double légitimité. On a une légitimité qui est évidemment la légitimité européenne, celle dont on parle. On pourrait d'ailleurs parler d'autres institutions européennes qui, par rapport à la Turquie ou par rapport à la Russie, je suis assez frappé sur le fait qu'on parle très peu dans ces deux crises du rôle clé que devrait jouer le Conseil de l'Europe. Je rappelle que la Turquie est membre fondateur du Conseil de l'Europe et que la Russie en est également un membre non pas fondateur mais actuel. Mais pour revenir à votre question sur la crise que je disais une double légitimité, une légitimité européenne et une légitimité nationale, une légitimité étatique. Donc c'est la célèbre formule de Jacques Delors, le cumul de deux formes de légitimité, une fédération d'États-nations, avait-il dit. Par rapport à votre question, quand un État membre pose une série de questions par rapport à la question des valeurs, définies soit dans un sens économique et social, soit dans un sens beaucoup plus institutionnel et juridique. Bon, qu'est-ce qui se passe? La première fois que ça s'est posé, c'est en 2000, c'est la crise autrichienne. L'Union européenne se trouve démunie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente un mécanisme sur lequel on reparlera sans doute, qui est l'article 7 du traité de l'Union européenne, qui permet des procédures. Bon. Premier cas d'application, la crise hongroise, et là on est au cœur, pour la première fois, dans le cadre du cas polonais, de l'activation de ce fameux article. Bon, alors je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais de ce point de vue-là, il y a d'abord une constatation du risque clair de violation, pour reprendre effectivement les dispositions claires, et ensuite une procédure assez complexe sur laquelle on va peut-être revenir. Il faut dire également que d'abord la Commission, avant d'en venir avec ce que certains ont appelé une arme nucléaire, a essayé de faire un très long dialogue, depuis l'arrivée au pouvoir du parti ultra-conservateur PiS en octobre 2015. La Commission, du fait de cet article, a essayé d'engager un dialogue structuré, très étroit avec le gouvernement polonais, qui n'a pas abouti. Voilà. Et c'est avant Noël, le 20 décembre, que la procédure, en quelque sorte, ou le début de la procédure contentieuse, a été engagée. Alors Michel Mangeot, je vous invite à aller jusqu'au bout de votre réflexion, c'est que l'article 7, de toute façon, l'Union européenne, la Commission et l'Union européenne ne sera pas en mesure de l'appliquer. Voilà, donc il faut simplement dire que cet article, effectivement, est un peu complexe, comme souvent les questions européennes, mais qu'est-ce qu'il nous prévoit? Il nous prévoit que s'il y a échec du dialogue structuré, et il y a échec du dialogue structuré avec le gouvernement polonais pour sa réforme sur l'indépendance de la justice, le Conseil de l'Union européenne doit statuer à la majorité qualifiée, donc ça c'est possible, 22 États membres, pour constater qu'il existe un risque clair de violation, mais ensuite, pour engager une phase, la deuxième phase, il faut un avis unanime du Conseil européen rassemblant les chefs d'État et de gouvernement. Je dis unanime, évidemment, vous vous en doutez, hors l'État incriminé, mais il y a un autre État, membre du Conseil européen et membre de l'Union européenne depuis 2004, la Hongrie, qui a déjà laissé entendre, donc Viktor Orban, que certains qualifient d'incarnation d'une nouvelle forme de démocratie, la démocratie illibérale. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle cet après-midi, une nouvelle forme de démocratie qu'Orban incarnerait après d'autres. La Turquie aussi d'Erdogan, c'est une forme de démocratie. La Russie de Vladimir Poutine.
Là, c'est même pas une démocratie libérale, je pense. On est au-delà, d'accord. On est peut-être un peu au-delà, mais la Turquie, par exemple, typiquement, vous avez d'autres exemples de ce type-là. Et donc, Viktor Orban a annoncé qu'il ne donnerait pas son accord, et donc il n'y aurait pas une unanimité au Conseil européen permettant d'enclencher une phase de répression. Une phase de répression qui serait l'éventuelle, et donc quasi impossible, suppression des droits de vote du gouvernement polonais, c'est-à-dire que l'État membre qu'est la Pologne serait quasiment mis au banc de l'Union européenne puisque ne pourrait pas voter. Vous avez parfaitement raison de le dire, c'est un scénario fiction, mais il faut quand même indiquer que le fait que ce scénario ait été engagé peut aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'il puisse provoquer des effets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un effet qu'on connaît en sciences politiques de façon plus générale. Un État n'aime pas être mis au banc des accusés, en particulier un État membre de l'Union européenne, car il a des exigences plus élevées, effectivement, de ce point de vue-là. Et donc, on voit la réaction quand même qui, dans un premier temps, a été plutôt mesurée du gouvernement polonais. Et c'est là, avec une grande difficulté, d'ailleurs, que le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, a annoncé cette procédure. Il avait le cœur lourd, nous a-t-il dit, quand le 20 décembre, il a demandé au Conseil européen d'engager cette procédure, qui est surtout, on pourrait dire, une procédure qu'on peut qualifier d'un certain point de vue moral, beaucoup plus que juridique, car il y a ce verrou de l'unanimité. Alors on peut constater que personne au sein de l'Union européenne, ceux qui ont écrit les textes, les uns et les autres, n'ont jamais imaginé que ces valeurs puissent être contestées de l'intérieur à ce point. Je pense qu'on ne peut pas, de toute façon pour l'instant, aller au-delà. Alors, ce qui caractérise ces valeurs européennes, c'est quand même qu'elles privilégient les droits de l'individu au détriment du groupe. On privilégie l'individu plutôt que la patrie, plutôt que la tribu, plutôt que le clan, ou plutôt que l'appartenance à un groupe religieux. Alors, dans une société de plus en plus individualiste, comment cela peut-il évoluer? Alors, Alex Taylor, par exemple. Je demande aussi l'avis de Stéphanie Folleux. Moi, j'ai eu la chance de faire des émissions de télé, de radio sur l'Europe pendant 25 ans à peu près. Maintenant, je suis devenu, hélas, Monsieur Brexit, mais avant, j'étais Monsieur Europe. Une chose qui m'a frappé, par exemple, je faisais une émission qui s'appelait Continental sur France 3. C'était 2h30 tous les matins et le soir aussi. On prenait des extraits de journaux télévisés de l'Espagne, de l'Italie, de la Russie, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, et des documentaires qu'on sous-titrait. Donc c'était un panorama de l'actualité européenne tous les jours. C'était génial que la télévision française donne cette fenêtre tous les matins. C'était un peu avant l'heure. Mais quand même, je vous raconte cet exemple parce que mon directeur du programme, j'en ai eu plusieurs, mais un des directeurs du programme m'a appelé un matin et il m'a quand même dit, Alex, c'est très bien Continental, mais il faudrait que tu évites juste de prononcer le mot Europe trop souvent dans l'émission parce que ça fait fuir les téléspectateurs. Donc j'étais censé faire une émission qui parle d'actualité européenne, mais j'avais pas le droit de prononcer le mot Europe. Je m'en suis tiré parce que par une pirouette, parce que je disais toujours, je disais donc notre continent, et ça me semblait leur plaire. C'est un côté plus émotif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un vrai problème d'affectivité vis-à-vis de la chose européenne. Et ça rejoint un peu ma première réponse aussi, parce que je suis d'accord avec vous que Viktor Orban est complètement hors banc de tout ce qui est acceptable, mais vous n'allez pas fédérer les autres en disant regardez ce qu'on a fait subir à Viktor Orban parce qu'il n'est pas très sympathique. Tout le monde sait qu'il n'est pas très sympathique, mais ça ne suffit pas pour que les gens déclarent leur flamme pour la chose européenne. Et quand vous avez une situation où quelqu'un qui fait une émission sur l'Europe n'a pas le droit de prononcer le mot européen, il y a un vrai problème. Et je pense que le problème de base, c'est que il n'y a pas assez d'affectivité. Il y a un vrai problème de travail, de promotion à faire pour la chose européenne, parce que finalement, quand vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est l'Europe, qu'est-ce que nous faisons en commun, il n'y a pas grand-chose que nous faisons en commun. Mais l'Europe se vit au jour le jour. Encore une fois, je reviens à votre génération, mais je parle pour vous. Mais moi, tous les jeunes que je rencontre, qui ont fait de l'Erasmus à Barcelone, qui ensuite passent leur week-end au Berghain, en EasyJet à Berlin, qui ont des petits amis qui vivent à Dublin, etc. C'est un peu
c'est un peu comme ça que l'Europe va se faire, par des expériences réelles d'amour, de travail sympathique, en faisant des stages à droite et à gauche. Et il faudrait plutôt mettre l'accent là-dessus, à mon avis, si vous voulez créer de véritables Européens, et c'est là, je ne veux pas démonter le sujet d'aujourd'hui, mais pour moi, les valeurs européennes, c'est ça. On est unique au monde d'avoir un continent où les gens peuvent faire ce genre de choses. Vous n'avez pas d'autres pays. Essayez d'aller, je sais pas, en Afrique ou essayez d'aller en Amérique du Sud et de travailler partout, tout en gardant chaque pays sa propre identité. Donc pour moi, les valeurs européennes, encore une fois, c'est une histoire d'affectivité de cœur, mais dans d'autres valeurs qui sont celles qui sont très louables, mais par lesquelles vous n'allez pas accrocher les gens. Alors, je résume en quelques mots vos propos, Axel, pour Stéphanie Vonneau. L'Europe se vit au quotidien, elle se mérite, elle se défend, et il faut éviter d'avoir cette attitude très souvent que l'on a en France, mais pas uniquement en France, celle de l'Europe honteuse. Ah oui, là-dessus, on est des spécialistes en France, mais j'allais dire, je rebondis directement sur les propos d'Alex Taylor auxquels je souscris, mais alors totalement. Et qui sont de dire que l'Europe est à la croisée des chemins pour une raison simple, me semble-t-il, qui est qu'elle s'est construite, non pas sur des valeurs morales, à part la paix peut-être, au départ, mais ensuite essentiellement pour des raisons économiques, clairement, et ça a marché. Puis ensuite, on a commencé à vouloir politiser, au sens politique publique, des choses, et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à se compliquer. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est à un peu cette croisée des chemins et cet équilibre. On n'arrive pas à savoir est-ce que on continue, on remet un accent sur les questions économiques sur lesquelles on a vu que c'était le socle commun qui faisait qu'on faisait converger, y compris, je prends ma casquette régionale, y compris des régions dites périphériques ou moins développées, où on voit bien que c'est le niveau de développement qui ensuite peut amener éventuellement une culture, sinon commune, en tout cas partagée. Donc, est-ce qu'on remet l'accent là-dessus au risque d'enfoncer les portes ouvertes des détracteurs de l'Europe qui considèrent qu'elle est trop économique et trop financière? Ou est-ce qu'au contraire, on prend un chemin qui est de dire, on essaye de valoriser davantage la culture, ça a été dit à travers Erasmus, qui est peut-être encore aujourd'hui le symbole de l'Europe. Presque sa seule, là je serais péjorative, mais une de ses incarnations. Le poids d'avoir l'Europe honteuse. Hein. Non, au contraire. J'essaye, voilà, justement, de voir ce qui a fonctionné pour justement le généraliser et puis le renforcer. Mais donc pour revenir sur ce volet plus culturel qui relève de la mobilité, du côté du socle commun en termes de recherche et puis d'études, et me semble-t-il que l'avenir ou la voie à tracer, elle est précisément entre les deux, à savoir de garantir un minimum de socle commun en termes de développement, et ça permet d'avoir un discours positif et pas punitif, ou j'allais dire même en termes de morale, en disant que ce que tu fais c'est mal. Si on le fait, c'est qu'on ne sait pas forcément que c'est mal, donc l'argument me semble être peu valable. En revanche, d'avoir une démarche volontariste, positive, en disant voilà, de solidarité, le terme n'a pas été cité, on a beaucoup parlé de liberté, mais on a peu parlé de solidarité, mais de solidarité, et là-dessus on a la politique d'aménagement du territoire de la région, lapsus révélateur, de l'Union européenne, qui s'appelle la politique de cohésion sur les fonds structurels et qui est aujourd'hui régionalisée, et précisément cette politique de solidarité qui vise à faire converger les critères économiques, sociaux, de recherche et de développement des différentes régions. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent dessus pour qu'on converge vers un socle commun à ce niveau-là, et qu'en parallèle, ou on va dire immédiatement derrière, il y ait ce profond travail, et ça je rejoins Alex Taylor, mais qui est compliqué, qui prend énormément de temps, et qui ne peut être qu'un travail positif, qui est de travailler sur la culture, sur la liberté et l'envie d'être ensemble, et ça se décrète pas. Et c'est pas une question de valeur, c'est pas une question de morale, c'est une question d'envie. Et on ne forcera jamais quelqu'un à être heureux s'il n'a pas envie de l'être, en tout cas avec nous. Et c'est une conviction, alors là, que j'ai vraiment chevillée au corps. Et on le dit probablement pas assez. Donc l'Europe de la culture, aujourd'hui, oui, on en a besoin davantage, mais je pense qu'il faut avoir aussi un discours réaliste. Ça ne peut venir que dès l'instant où on a tout simplement des régions qui ne se sentent pas totalement décrochées
par rapport à un noyau européen et qu'il y ait une force d'attraction et non pas une force de répulsion. Alors ces valeurs européennes, on peut quand même en résumer quelques-unes. Évidemment la démocratie, la liberté, l'état de droit, mais aussi le respect des minorités, le droit des travailleurs. De par le monde, il y a des régions entières dans le monde où ces droits ne sont pas respectés. Alors les valeurs européennes sont-elles des valeurs occidentales ou sont-elles des valeurs universelles? Bien les Européens pensent que les valeurs que on vient de citer sont des valeurs universelles et que par capillarité, bien petit à petit, ces valeurs vont s'étendre au reste de la planète. Longtemps les Européens ont cru ça. On est bien obligé de se rendre compte que non, que de par le monde, plein de pays fonctionnent, plein de régions, plein de pays fonctionnent de manière différente. La Russie, la Chine, ou peut-être même à la marge, mais peut-être un peu marginal, les États-Unis de Donald Trump aujourd'hui. Oui, alors juste un mot pour rebondir ce que vient de dire Stéphanie sur la solidarité, c'est essentiel. Les premiers élargissements, par exemple, je me rappelle le privilège de l'âge, quand il y a eu l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, on savait qu'on allait donner de l'argent et dans le sud-ouest de la France, des gens disaient on va donner de l'argent à nos concurrents. Parce que l'agriculture espagnole, portugaise va venir nous concurrencer. Mais en fait, la raison l'a emporté en disant non, on va aider des gens qui vont devenir nos partenaires et ça va bénéficier, la France sera du coup au carrefour. Et évidemment, l'élargissement à l'Espagne et au Portugal a bénéficié à la France parce que ça a déplacé le point de gravité de l'Union européenne, qu'on a eu des partenaires et que les fonds qu'on leur a donnés ont été largement récupérés par le dynamisme de ces régions qui ont commercé avec nous et qui en plus ont été stabilisées politiquement. Or là, avec les pays de l'Est et derniers adhérents à l'Union européenne, on a un peu l'inverse. C'est qu'au départ, on leur a dit adhérer à l'Union européenne, bon, c'est un peu prématuré, mais au moins ça garantit la démocratie. C'était l'argument massu dans les années 90, quand on s'est opposé au projet de confédération de Mitterrand, qui disait qu'il fallait donner du temps au temps aussi pour la construction européenne. On dit non, faut se dépêcher parce que ça va assurer la démocratie dans ces pays. Or, on s'aperçoit que les pires régressions démocratiques sont justement en Hongrie, en Pologne, voire en République tchèque, dans ces pays qui ont adhéré à l'Union. Et que par ailleurs, grosso modo, pour faire court, disons qu'on a payé la chambre d'hôtel qu'ils avaient avec les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont demandé des crédits à l'Union européenne pour aller acheter notamment des armes aux Américains. Jean Guinel l'a rappelé ce matin. Donc on n'a pas tenu la bougie, mais quand même on a été un peu quand même eu dans l'affaire. Et ça, la solidarité, elle est quand même réciproque. Elle n'est pas donnez-moi de l'argent pour que j'achète des choses aux Américains. Donc là, on a vraiment était naïf et on s'est un peu fait avoir. Pour répondre à votre question, sur valeurs occidentales, il y a des valeurs qu'on ne partage pas avec les Américains, j'en vois deux. Aucun pays qui pratiquerait la peine de mort pourrait adhérer à l'Union européenne. Les États-Unis la pratiquent, avec y compris une mise en scène d'ailleurs assez importante. Ce qui m'apparaît encore de plus en plus porteur de différence pour le présent et pour l'avenir, c'est la différence entre multilatéralisme et unilatéralisme. Les États-Unis, et c'est pas seulement Trump, c'est-à-dire que Trump, bien sûr, a poussé l'unilatéralisme à son paroxysme, mais Clinton avait commencé à bombarder l'Irak tout seul en 98. C'est sous Clinton qu'on avait refusé la CPI, le protocole de Kyoto, etc. Il y a un ADN unilatéraliste dans les États-Unis, alors que l'ADN de l'Europe, c'est le multilatéralisme, puisqu'on est une construction multilatérale. Et donc là, sur les valeurs occidentales, on voit que il y a une différence avec les valeurs européennes. Comment exporter ces valeurs? Donc on a vu aussi que, on aime bien donner la leçon aux autres, mais si par exemple, suite à un référendum fut-il illégal, la police avait chargé des retraités en Biélorussie, tous les pays européens auraient protesté. Quand ça se passe à Barcelone, on se tient silencieux. Donc il y a quand même aussi une contradiction qui fait qu'on ne peut pas critiquer un pays membre. Alors ça change peut-être avec la Pologne, mais très franchement, ce qui se passe en Pologne se passera quand c'était en Biélorussie, on critique beaucoup plus facilement. Donc on a du mal à critiquer un pays membre parce qu'on se dit on aura besoin de son vote, on aura besoin, etc. Il fait partie de la famille, ce qui atteint la crédibilité de l'exportation des valeurs européennes. Parce qu'on ne peut pas accepter des choses, disons, contestables chez nous, et ensuite demander aux autres pays d'être d'une blancheur virginale. C'est un peu contradictoire. Et pour finir, pour ne pas tenir trop la parole, de toute façon, l'exportation des valeurs, c'est par l'attractivité. C'est pas par l'imposition.
c'est parce que les gens, les peuples ont envie. Je veux dire, on n'a pas fait la guerre en Corée du Sud pour que la Corée du Sud devienne démocratique. Elle est devenue par évolution naturelle. Et on aurait voulu faire une guerre pour qu'elle le devienne, ça serait rétracté. Taïwan est devenu... Il y a un tas de pays qui sont passés de dictature à des démocraties solides, vivantes, avec de vraies sociétés civiles, sans imposition externe, mais par le biais des sociétés civiles. Et là-dessus, si on veut que d'autres pays adhèrent nos valeurs, il faut d'abord que l'on les respecte nous-mêmes de façon peut-être plus effective, et d'autre part que l'on prône par l'exemple et non pas par la contrainte. Alors comment on rend ces valeurs attractives? Comment ça s'exporte l'attractivité des valeurs européennes? Je vais prendre deux exemples, Daniel, qui vont, bien sûr, je sais, t'énerver, et c'est peut-être aussi pour ça que je les prends, mais qui vont satisfaire Alex, et donc finalement j'aurai... C'est un équilibre. Voilà, un soutien. La Grande-Bretagne, dont Alex est originaire au moins, a inventé deux choses qu'ils ont voulu exporter. La démocratie. Ils ont voulu exporter la démocratie par la force brutale et guerrière en 2003. Ça a été un échec monumental, dont on paye encore le prix. Mais au XIXe siècle, la Grande-Bretagne a aussi inventé quelque chose de peut-être plus attractif encore que la démocratie, le football. Et le football s'est répandu partout dans le monde, sans coup de canon, sans politique de la canonnière, sans asservissement des peuples, et au contraire dans la joie des peuples, c'est uniquement par l'exemplarité et l'attractivité. Et donc en fait, si on veut séduire, il faut être séduisant. Si l'on veut être attractif, il faut l'être, et par l'exemple, et c'est ainsi, je veux dire, tous les pays qui ont adhéré aux valeurs démocratiques, c'est qu'ils se sont dit, c'est quand même mieux d'être en démocratie. Comment l'Allemagne de l'Ouest a convaincu l'Allemagne de l'Est de devenir démocratique? Pas en disant, on ne vous reconnaît pas, on va vous combattre, et on va vous se réunifier par la force, en disant, regardez le journal de 19h, qui est l'équivalent du journal de 20h chez nous. Regardez ce que l'on a chez nous, regardez l'enfer capitaliste qui est quand même, et peut-être plus attractif que le paradis socialiste dans lequel vous vivez. Parce que, contrairement sur les Allemands de l'Est, le mur n'a pas été construit en 61 pour empêcher les Allemands de l'Ouest d'aller bénéficier des avantages du socialisme à l'Est. C'était plutôt l'inverse. Et donc, juste par l'exemple, les Allemands de l'Est se sont dit, finalement, le bulletin de vote, c'est mieux que la Stasi, et la Mercedes, c'est mieux que la Trabant. Alors, comme je connais un peu Alex Taylor, je sais qu'il n'y a pas que l'attractivité du football qui le séduit. Non, moi je suis gay, donc le foot c'est pas mon truc, mais je peux vous donner un exemple de ce qui m'a rendu européen. Moi j'ai grandi en Cornouailles et dans les années 60, c'était un monde en noir et en blanc, on avait 2 chaînes de télévision. En plus j'étais gay, donc j'ai l'impression d'être le seul au monde, et tout d'un coup, une fois par an, est apparu cette chose extraordinaire à la télévision qui m'a fasciné parce que c'était une fenêtre ouverte sur le reste du monde. Vous pouvez en dire tout ce que vous voulez, vous ne percevez pas du contraire. Le concours Eurovision de la chanson. Alors, je sais que personne ne regarde pour la qualité de la musique, mais c'est un véritable événement européen. Moi, je l'ai regardé et j'étais complètement, dans les années 60, je me rappelle, Hello Helsinki, may we have your votes? Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient d'autres langues, qui avaient d'autres cultures, qui s'amusaient ensemble. Et il faut quand même vous remettre dans le contexte historique de ce concours qui a été créé 10 ans après que notre continent se bombarde et se détruit. 10 ans après, ils sont tous se retrouvés ensemble avec l'Allemagne pour faire quoi? Un concours de chansons. Il n'y a qu'en Europe qu'on puisse faire ça. Mais c'est formidable. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je le regarde, mais pas du tout, parce que je m'en fous de la qualité des chansons. Mais je retrouve ce petit garçon qui était complètement européen, comme vous avez dit tout à l'heure, Stéphanie, mais je le suis toujours par le côté magique de ça. Et c'est quand même le seul événement européen, un tant soit peu culturel, osons le mot, mais qui a quand même réalisé des choses. Je veux dire, au niveau de la tolérance, quand Conchita Wurst, quand tous les pays de l'Est ont donné 12 points à Conchita Wurst, l'un après l'autre, ça en dit beaucoup plus sur l'état de la population et de leur opinion, peut-être que les énoncés des politiques. Parce que quand même la Russie a donné 8 points à Conchita Wurst. Franchement, et j'ai trouvé que c'était, dans son petit truc, il y a, sur le mur de Berlin, où j'ai vécu 10 ans aussi, l'un des pans du mur que je préfère, c'est un petit truc où c'est marqué en allemand, je fais en français, si je sois dit, beaucoup de petites choses faites tous les petits jours par beaucoup de petites gens font de grandes choses dans le monde. Et c'est un peu ça. C'est ces événements-là qui font qu'un garçon comme moi, tout d'un coup, a commencé à dire mais c'est génial, l'étranger, inconsciemment. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous parler dans une langue qui n'est pas la mienne, à vivre dans un pays qui n'est pas le mien. C'est parce que
ça m'a ouvert des portes. Je me dis, mais peut-être ailleurs, je pourrais être plus heureux qu'ici, encore moins, dans mon monde noir et blanc. Peut-être il y a un monde ailleurs. Et inconsciemment, c'est pour ça que j'ai appris les langues, que je suis allé faire des séjours linguistiques, que je suis tombé amoureux de votre pays, que j'ai vécu à Berlin et tout ça. Et c'est à cause de choses comme ça qui m'ont rendu européen. Et aussi, mais là, je rejoins à nouveau Stéphanie, mais c'est un exemple personnel. Par exemple, la paix, c'était quelque chose de réel pour moi, parce que mon père s'est battu dans la Seconde Guerre mondiale, il a des médailles et tout ça, mais dès lors que son fils avait l'âge de pouvoir voyager, c'est-à-dire dès que j'avais 10 ans, on est parti avec une tante, enfin T-E-N-T-E, pas une tante, parce qu'elle était très anti-européenne, elle, mais on est parti avec faire du camping à travers l'Europe, parce qu'il voulait montrer à son fils cet homme qui s'était battu dans la Seconde Guerre, et pourtant il voulait montrer à son fils le merveilleux continent que c'était, dans le genre plus jamais la guerre, dans ce continent qui a autant de pays, autant de cultures différentes. Et c'est ça, je veux juste vous dire que c'est des choses comme ça dont on peut dire pique-pendre du concours vision de la chanson, etc. Mais ça m'a rendu européen. C'était ma fenêtre vers un ailleurs que j'ai découvert par la suite. Voilà. Juste un clin d'œil, Alexander, le concours de l'Eurovision est tellement attractif qu'il y a bien des pays non européens qui participent, Israël depuis des années, et l'Australie depuis qui effectivement une forme d'attractivité. Stéphanie Vonneuf, vous vouliez dire un petit mot à Pascal Boniface? Pas spécialement à Pascal Boniface, mais je réagissais sur le côté qu'il fallait être attractif et savoir séduire. Mais pour séduire, il faut être sûr de ses atouts et de ses atours. Et je pense que c'est le problème de l'Europe aujourd'hui. C'est qu'elle sait plus quelles sont véritablement ses forces ou comment l'Europe manque de confiance en elle. Absolument. Je pense que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, et aujourd'hui demander en disant suivez-nous, même si on ne sait pas vraiment d'où on vient, on sait, mais où on veut aller, c'est beaucoup plus difficile. Ça rend immédiatement le potentiel de séduction un peu plus bas. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qui fait écho, là, on se renvoie avec Alex. Non, parce qu'on est au final d'accord. Moi, je suis convaincue, et c'est aussi, je le disais en introduction, s'agissant du rôle des collectivités territoriales, que aujourd'hui, l'Europe, elle doit c'est l'aspect négatif des choses, mais elle doit se prouver, ou en tout cas elle se matérialise, elle se concrétise. Et finalement, le Brexit est une très bonne nouvelle. Parce que ce qui paraissait tellement évident, donc virtuel, donc finalement n'ayant plus de valeur, on dit souvent, quand vous avez tellement l'habitude de quelque chose, vous le regardez plus, vous ne le voyez plus, ça fait partie des modes, donc vous n'y prêtez même plus attention. Quand on vous l'enlève... Ouais, justement, j'ai cité, on va faire ça tout à l'heure, et j'ai cité une chanson de Janis Joplin à propos du Brexit qui dit exactement ce que vous avez dit. Je n'ai pas entendu la chanson. Les paroles, c'est You don't know what you've got till it's gone. Et j'avais ça pendant 3 mois après le Brexit. On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on vous le reprenne. Jusqu'à ce qu'on vous le reprenne. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Et quand on me dit, mais du coup, l'Europe, c'est quoi? Je dis, regardez, l'Europe, c'est le Brexit. L'Europe, c'est le Brexit. Et on devrait dire à tout eurosceptique non britannique, par exemple français, en disant écoutez, allez à Londres ou ailleurs, et puis vivez ce que vit aujourd'hui un Britannique, à qui on va retirer, ou on retire potentiellement, tout ça est en débat, la citoyenneté, la liberté de circulation, la liberté de travail, la liberté d'installation, les capitaux, la circulation des capitaux, même à ce niveau-là, est envisagée. Ça change votre vie quotidienne. Ça, c'est l'Europe. Clairement. Là, malheureusement, on le voit d'un point de vue négatif, mais si on veut la reconstruire d'un point de vue positif, c'est aussi tout ça que l'Europe a apporté. Et je pense que, comme on dit, c'est un mal pour un bien, et je pense fondamentalement que le Brexit, et c'est pas juste en tant que Française et position française et autres, il n'y a pas de calcul en la matière, mais je pense que de ce point de vue-là, le Brexit est une bonne chose pour l'Europe. Seulement de ce point de vue-là. Ne pas s'excuser d'être européen. Voilà. Oui, c'est vrai, j'aurais jamais pensé, comme l'a suggéré Alex, que Janis Joplin aurait pu être une militante de la construction européenne. Je l'ai jamais écouté de cette façon-là, mais je l'écouterai d'une oreille différente maintenant. The Rose, très grand souvenir de tout cela. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce paradoxe que Stéphanie a mis en avant d'une sorte de trouble européen qui fait que les Européens ne sont pas contents de leur situation, alors que tout le monde les envie à l'extérieur de l'Europe. C'est quand même très paradoxal.
Moi, je cite souvent une série de chiffres en conférence, 6, 22, 50. L'Europe, c'est 6% de la population mondiale, 21 à 22% du PIB mondial et 50% des dépenses sociales mondiales. Donc l'Europe, pour les pays balkaniques, pour la Géorgie, pour l'Ukraine, elle est attractive. Et on est plutôt, nous, en train de se protéger. Pour les réfugiés, elle est attractive. Et on est plutôt en train de se réfugier. Donc il y a quand même ce mal à l'être européen qui est lié à quoi? Qui est lié, effectivement, c'est qu'il faut reconstruire un récit. Il faut reconstruire un récit européen. Moi, je suis enseignant. Si je dis à mes étudiants, il y en a quelques-uns dans la salle là, ou d'ex, si je leur dis c'est génial l'Europe, c'est la paix, ils vont me rire au nez. Parce que pour eux, c'est tellement évident qu'ils vivent en paix que ce n'est pas suffisant comme argument pour dire. Il faut donc trouver des nouveaux motifs d'aspiration européenne. Erasmus est effectivement une formidable réussite. Il faut l'élargir. Dans son dernier livre, Enrico Letta te fait raison de dire il faut aussi que l'Europe bénéficie pas seulement aux étudiants, mais aux apprentis aussi. Pas seulement à ceux qui sont au haut de l'échelle, mais à ceux qui sont à la base, parce que c'est vrai que la réussite de l'Union européenne a été plutôt une réussite pour ceux qui ont réussi. Et son échec, c'est d'avoir pas été une réussite pour ceux qui estiment avoir échoué. Il faut changer cela et donc reconstruire un récit européen qui donne envie. Et la table ronde qui nous a précédé sur l'intelligence artificielle peut être un chantier, justement. C'est pour ça qu'on a défini le thème des entretiens européens d'Anguien cette année sur la protection. Il faut que les citoyens européens aient conscience que l'Europe, de nouveau, est là pour les protéger, alors que beaucoup estiment qu'au contraire, elle les met en danger. Alors Michel Mangeot, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal Bonifaz, est-ce qu'on n'a pas raté une occasion de raconter un récit de l'Europe, de renforcer ce sentiment européen avec l'échec par le vote des eurodéputés cette semaine, le refus d'avoir des listes transnationales. Alors un petit mot, il y aura des élections européennes en 2019, le départ des Britanniques, décidément, on en parle beaucoup, libère un certain nombre de sièges de députés, et l'idée c'était d'attribuer une partie de ces sièges de députés non pas à des listes nationales ou à les supprimer, mais à avoir une liste européenne, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une liste commune pour les 27 pays. Donc les Français, tous les Européens auraient eu 2 bulletins de vote, un bulletin de vote pour la liste nationale et un deuxième bulletin de vote pour une liste transnationale, et tous les Européens auraient eu ce même bulletin de vote en commun. Car aujourd'hui, les élections européennes, tout ce que c'est plutôt des élections nationales pour envoyer des députés à Strasbourg. Alors, est-ce qu'on n'a pas, Michel Mangeot, raté une occasion? Est-ce que les eurodéputés, notamment les eurodéputés du groupe PPE, c'est-à-dire les conservateurs, en France les républicains, on n'a pas raté quelque chose? Alors effectivement, c'est une belle idée. On peut dire que c'est une idée très ancienne. Alors le président Macron s'en fait aujourd'hui le porte-voix, mais elle est beaucoup plus ancienne que ça. Hein. C'est une idée qui remonte il y a 15-20 ans. Maintenant, elle a été portée par Daniel Cohn-Bendit quand il était président du groupe Vert au Parlement européen. Vous l'avez dit, le Parlement européen a voté mardi à Strasbourg une position assez réservée. Il a donné un avis réservé à cette proposition qui va devoir être décidée par le Conseil européen. Pourquoi l'a-t-il fait? Globalement, pour répondre assez vite à votre question, on a une alliance assez nouvelle, c'est peu une surprise d'ailleurs au Parlement européen, entre la droite du PPE, on va dire, et les partis eurosceptiques qui se sont retrouvés finalement pour empêcher cette idée. Alors j'aimerais simplement détailler ce qu'est précisément cette idée, parce que avant éventuellement de voir si elle pourra être mise en œuvre, 73 députés britanniques, vous l'avez dit, vont quitter leurs fonctions en avril 2019, ça c'est sûr. Que faut-il faire de ces 73 députés? Ils sont 751. Le consensus était de dire on va d'abord affecter une partie de ces députés aux États qui sont injustement représentés du point de vue de leur démographie. Donc il y a des États qui sont surreprésentés. C'est-à-dire qu'un citoyen, si vous voulez, luxembourgeois, aux élections européennes, pèse beaucoup plus qu'un citoyen allemand. Et même que, de ce point de vue-là, proportionnellement évidemment à sa population. Donc de ce point de vue-là, on peut citer au passage que la France, du coup, est plutôt gagnante de ce point de vue-là, puisque l'accord au Parlement européen lui octroierait, s'il est confirmé au Conseil européen, 5 députés de plus. Hein. Donc on gagnerait en termes de représentation démographique. Il restait donc ces 27 députés. Et l'idée était de dire, on va créer une liste transnationale. Alors moi, j'ai un jugement un peu paradoxal sur ces listes transnationales. Est-ce que ce n'est pas une occasion manquée? Les partis politiques qui ont voté contre au Parlement européen l'ont pris dans le sens que vous indiquez.
dans un sens d'un recul d'un processus. Mais moi, je le verrais un peu différemment. Pour deux raisons. Je pense que les idées transnationales sont un peu ce que j'appellerais une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que les listes européennes, depuis 1979, depuis 40 ans, nous élisons au suffrage universel direct nos députés européens. C'est un rêve fou que les fédéralistes avaient fait dans les années 50. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. Bon. De ce point de vue-là, il faut dire que depuis Maastricht, ce ne sont pas des listes nationales. Les listes aux élections européennes pour lesquelles nous voterons en France dans une circonscription unique en juin 2019 ne sont pas nationales, puisque les ressortissants européens peuvent s'y présenter aussi bien que les ressortissants nationaux. Donc, premier élément pour moi de la fausse bonne idée, c'est de dire que... C'est quand même exceptionnel. On ne peut citer que Daniel Cohn-Bendit qui a été dans ce cas de figure. Oui, non, il y a d'autres collègues, mais ce que je veux dire, c'est que ça, pour moi, le danger que ça représente, ça fait comme si les listes classiques seraient des listes nationales. Je suis d'accord avec vous, c'est très minoritaire. Deuxième argument pour lequel je pense à titre personnel en tant que professeur de sciences politiques, c'est que le deuxième élément, c'est que s'il y avait la possibilité pour un électeur français de voter pour une liste nationale et une liste transnationale, très bien, avec l'idée que la liste transnationale permettrait de désigner, parce que c'est ça l'enjeu, le futur président de la Commission européenne, on pourra en reparler si ça vous intéresse. La deuxième difficulté pour moi, c'est de faire porter uniquement la dimension européenne sur un député qu'on allait élire dans une circonscription nationale en France, alors que les 75 restants, avec les 5 supplémentaires qu'on a obtenus, seraient en quelque sorte considérés comme des députés purement nationaux. Donc pour moi, il y avait un petit risque qui a été pointé, mais je partage tout à fait votre point de vue. C'est pas cet argument qui a empêché le Parlement européen de voter. Alors, d'un mot, en tant que Stéphane Vanov, qui est élu les Républicains, non pas à Strasbourg, mais à Paris, ici, donc maintenant à Saint-Ouen, c'est ça? Non, moi je suis pontoise, mais je suis valdoisienne. La région, oui, on est à Saint-Ouen maintenant. Alors, il faut quand même un petit mot. 4 eurodéputés, les Républicains, n'ont pas voté, ont voté pour les listes transnationales. Oui, alors on parlait d'idées, on commençait d'ailleurs toute cette table ronde sur les valeurs, les idéaux. Pour moi, les listes transnationales relèvent de ce créneau-là. C'est-à-dire, c'est un bel idéal. C'est une belle idée de se dire qu'on va représenter, qu'il n'y a plus de différence entre les pays et les différentes nationalités et qu'un Français peut être représenté, peut représenter des Allemands et inversement des Espagnols peuvent représenter des Polonais. C'est un magnifique idéal. Sauf qu'il est tellement beau, qu'il est tellement lointain et qu'il est tellement trop... Alors même si c'est une vieille histoire, une vieille idée, il est tellement prématuré, me semble-t-il, au regard comment continue de se construire ou de se reconstruire l'Europe. Et que du coup on aboutit presque même à un contresens. Et il s'agissait de 27 députés sur 751. Oui, bien sûr, mais malgré tout, c'est que... une élection, ça n'est finalement qu'un outil aussi quelque part pour faire vivre quelque chose. Donc tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut véritablement faire de l'Europe, toujours ce débat sur la gouvernance, sur le fédéralisme ou pas, sur le volontarisme ou pas, sur est-ce qu'on fait plusieurs niveaux de zone européenne en fonction des politiques, on va continuer de tâtonner avec les outils. Or, s'il y a un outil qui est symbolique avec lequel, me semble-t-il, il ne faut jamais jouer, c'est précisément les élections. Vraiment. Parce qu'on leur fait finalement, on joue avec, on change les modes de scrutin, on casse la symbolique et on fait qu'on aboutit, et malheureusement ça se développe, y compris maintenant au-delà des élections européennes sur d'autres élections, où on a des taux de participation qui deviennent totalement insignifiants, voire honteux. Et je pense que c'est extraordinairement grave, et derrière une très bonne idée et un très bel idéal, finalement on casse l'outil, on casse le jouet, et ça peut engager des conséquences et finalement des issues qui sont aux antipodes précisément de celles qu'on souhaite voir développer. J'ajouterais, je termine par là, que pourquoi j'insiste sur l'importance du vote, on oublie parfois de revenir aux fondamentaux. Le vote, c'est juste de dire que l'élu, quel qu'il soit municipal, départemental, régional, national ou européen, c'est de représenter le citoyen. Si on commence à dire, donc vous avez des listes transnationales, même si c'est que un échantillon, mais qu'au final on casse ce lien avec le citoyen, je pense qu'on met le doigt dans un engrenage
qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut être très risqué. Alors deux approches, soit on casse, soit on élargit. Enfin, c'est deux approches. Allez, à vous de prendre la parole. Les questions sont dans la salle. Madame, on va vous amener un micro dans une fraction de seconde. Oui, oui. Bonjour, Marie-Claude Mineret. Mes origines lorraines de pays minier me fait porter attention surtout à la Pologne. Je crois que, je ne sais pas, j'ai trouvé assez habile l'utilisation de l'article 7, même s'il devient inefficace, en pratique je dirais. Parce que je n'oublie pas que la Pologne est candidate, sauf erreur de ma part, à intégrer l'euro en 2020, quelque chose comme ça. Non. Non? C'est la Bulgarie. Mais elle n'est pas candidate, la Pologne? La Pologne, non. Non, j'avais espéré ça. Parce que ma logique était la suivante. Le deviendront peut-être, remarqué. Ma logique était la suivante, c'était de dire que les valeurs et l'économie sont peut-être pas séparées complètement. Et que l'un peut pousser l'autre. Les générations faisant aussi bouger tout ça en même temps. Je me demande si l'histoire différente que cultive la Pologne n'est pas un alibi à ce sujet-là, et je serais plus inquiète du... alors là, je vais peut-être déformer, je pense que ça s'appelle le groupe Visegrad, ou quelque chose comme ça, qui me semble avoir une influence un petit peu à contre-courant au niveau de l'Europe, y compris au niveau des valeurs. Alors, le groupe de Visegrad, 4 pays, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Je parle sous le contrôle de Michel Mangelot. Michel Mangelot? Oui, ce que vous dites alors effectivement, je pense que quand vous parliez de l'adhésion de l'euro, évidemment le gouvernement conservateur dont j'ai parlé tout à l'heure, pour les raisons justement de restauration nationale, ne souhaite certainement pas postuler la zone euro. L'État qui souhaite actuellement, je le signale parce que c'est peu connu aussi, c'est un peu complexe, mais le pays qui préside le Conseil de l'Union européenne, donc les ministres, les fameux ministres dont je parlais tout à l'heure, qui devront donner leur accord à la majorité qualifiée pour confirmer cette procédure. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier, c'est la Bulgarie qui préside ce Conseil pour la première fois de son histoire. Et donc, la Bulgarie a annoncé son intention, et ça rejoint un peu la question que Pascal posait tout à l'heure sur l'attractivité. La Bulgarie est candidate à 2 choses, à l'euro et à Schengen. Donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, malgré la situation très difficile, je rappelle que c'est l'État le plus pauvre de l'Union européenne, à l'heure actuelle. Alors, l'argument que vous indiquez, effectivement, ne pourrait pas marcher, mais je partage votre point de vue sur le fait qu'effectivement, cette démarche est une démarche qui, du point de vue, on va dire, on se posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il s'agit de valeurs universelles ou de valeurs spécifiquement européennes. Moi, je répondrai toujours à cette question en disant l'essentiel de ces valeurs sont des valeurs universelles, mais leur mise en œuvre, leurs instruments, la façon dont elles sont utilisées, la façon dont elles donnent des droits spécifiques me semble spécifiquement européenne. Et j'aimerais simplement, si vous me permettez, rebondir à ce que disait tout à l'heure Alex Taylor. Il se sent aujourd'hui plus à l'aise à San Francisco qu'à Varsovie, sauf que, je dirais, juste pour poursuivre un peu le raisonnement, à Varsovie, vous pouvez travailler librement et votre droit de citoyen européen sera garanti, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Évidemment, je comprends bien votre paradoxe par rapport, non pas votre paradoxe, mais par rapport à ce que vous indiquez tout à l'heure sur effectivement la situation et la révolution conservatrice qu'il y a en Pologne depuis 2015, dont on peut aussi espérer que la population ne partage pas une grande partie des présupposés. Je me permets juste de signaler que nous avons accueilli à l'Institut d'études européennes de Paris 8, dont je fais partie, un collègue polonais il y a quelques mois. Nous l'avons fait intervenir longuement sur ces questions, l'Institut d'études européennes de Cracovie, et il nous disait dans l'essentiel de la population, une grande majorité de la population ne partage pas cette révolution conservatrice. Sur les éléments institutionnels et juridiques, après sur les questions de mœurs, ça peut largement se discuter. Et donc le test, grandeur nature, ce sera les élections en Pologne en 2019. Est-ce que ce gouvernement du PiS sera reconduit ou non? S'il est reconduit, effectivement, là, on sera en face d'une réelle démocratie illibérale. Une autre question, monsieur, juste, enfin, il y a 4 questions. Allez, monsieur, pardon, allez-y.
Oui, merci. Je voulais vous demander s'il y a aujourd'hui une remise en cause des valeurs européennes, est-ce que n'est-ce pas parce que ce catalogue de valeurs autour de la démocratie libérale est concurrencé par un autre système de valeurs qui est peut-être plus facile, plus directement intelligible, et qui a eu le vent en poupe en fait à différentes périodes de notre histoire commune, à la fin du 19e jusqu'en 1945 grosso modo, et qui est fondée sur l'appartenance ethnique et sur le religieux. Je vous dis ça parce qu'on a Jean-Marie Le Pen en France qui nous a dit il y a quelques années qu'il souhaitait une Europe, mais une Europe qui allait de Brest à Vladivostok, justement parce qu'il avait une idée de l'Europe fondée sur la race blanche et sur un christianisme. Et donc je voulais savoir, est-ce que il n'y a pas finalement un système de valeurs qui est concurrent et qui aujourd'hui, qui a eu le vent en poupe dans le passé et qui a aujourd'hui le vent en poupe? Parce que Boniface, c'est des moments différents de l'histoire en fait. De Brest à Vladivostok, c'est aussi une définition du général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, qui correspond un petit peu, enfin un peu moins loin, mais c'est aussi une façon de faire. Effectivement, on voit bien qu'il y a ce qu'on appelle les mouvements populistes en Europe sont en fait des mouvements d'extrême droite qui sont pas anti-réfugiés, qui sont anti-musulmans. Les Polonais vous disent non, nous on n'a rien contre les réfugiés s'ils sont ukrainiens. Par contre, s'ils viennent de Syrie, là on a un gros problème avec eux. Donc effectivement, on voit une montée du refus de l'autre, mais dans des pays en fait qui historiquement, et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a jamais eu d'immigration en Pologne, dans les pays de l'Est, et il y a un changement du paradigme des frontières, c'est qu'auparavant, dans ces pays, les frontières c'était pour les empêcher de partir, maintenant ils les prennent pour empêcher les autres d'entrer. C'est qu'il y a eu un changement, cela. Mais je ne pense pas que ce soit les valeurs européennes en tant que telles. Normalement, les valeurs européennes, je veux dire, la France a accueilli des vagues de réfugiés asiatiques, les Boat People en 74, les réfugiés chiliens ou argentins qui fuyaient, les Chiliens étaient plus nombreux, qui fuyaient Pinochet ou Videla. Et d'ailleurs, on n'a pas eu à l'époque de problème pour les accueillir. Et c'est vrai que c'est une période de plein emploi, ce que n'est plus le cas maintenant. Et donc, ça change les choses. Et pourquoi l'Allemagne n'a pas eu de mal à accueillir 1 million, même si ça a créé des problèmes internes, mais pourquoi Mme Merkel a décidé d'accueillir 1 million d'étrangers et que dans les autres pays, ça a été plus difficile? On peut dire que c'est sa générosité naturelle, mais c'est aussi parce que l'Allemagne a un problème démographique, un problème de manque de bras qui ont été compensés par cela et que ce n'est pas... Ce qui a été finalement... On voit que la construction européenne est quand même une grande chose, c'est que alors que la France et l'Allemagne n'ont pas du tout la même problématique. La France est quand même un peu un sentiment, enfin, la France était partagée entre ceux qui disent il faut qu'on les accueille, en plus on est quand même un peu responsable de la guerre en Libye, etc. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et d'autres disaient non, pas, oui, il faut l'accueillir, mais ailleurs, not in a backyard. Et l'Allemagne les accueille à bras ouverts, et en même temps, il n'y a pas eu d'acrimonie entre la France et l'Allemagne à propos de la crise des réfugiés, alors qu'on avait des problématiques tout à fait différentes. Donc, on peut dire que là-dessus, quand même, il y a un progrès dans la construction européenne, parce que une ou deux générations auparavant, ça ne serait pas passé comme ça. Et c'est l'histoire a changé par rapport à cela. Mais sinon, on a accueilli des vagues de réfugiés régulièrement. Ce qui change aussi, c'est le plein emploi ou pas. Et on peut quand même rajouter que la construction européenne ne s'est pas faite sur une base ethnique. Tout de même, pour répondre à la question, monsieur. Alors, c'est vrai que bon, il y a eu tout le débat que Miguel, en aparté, quand il était encore là, Miguel Ángel Moratinos rappelait sur, lorsqu'on a négocié le traité constitutionnel sur les racines chrétiennes ou judéo-chrétiennes de l'Europe. C'est parti sur les racines chrétiennes. Et certains ont dit, attendez, il faut quand même parler des racines judéo-chrétiennes, sinon ça marche pas. Et Moratinos a dit, mais attendez, nous on a des racines musulmanes en Espagne. Moratinos était ministre à l'époque. Et donc après, du coup, je pense que ça a permis de clore le débat en disant on ne fait pas de référence, il y a des traditions, mais on n'en fait pas référence dans le texte de la Constitution. Une autre question, peut-être, vous, monsieur, je vous verrez forcément, mais peut-être au fond de la salle, je vous oublie pas. Il est sûrement ouvert, hein, sûrement allumé. Bonjour, donc j'avais une question qui est intéressante sur justement l'Europe et les Ça, on ne sait pas encore, c'était intéressante. Hein. Très intéressante, bien sûr, parce que le problème de l'Europe et depuis qu'on parle des racines musulmanes et du salafisme et surtout les accusations que l'Europe fait sur la Russie,
en disant que c'est pas une démocratie, mais moi j'ai d'autres documents sur la Russie qui pourraient permettre de dire que les escrocs qu'on dit opposants à Poutine, comme Navalny, qui ont écrasé des sociétés en Russie, le vodka, etc., on dit que ces opposants sont contre Poutine, alors qu'ils sont encore plus dans l'escroquerie financière et dans le tournement de fonds, comme a fait Berezovsky et l'autre Keritsov en 90 ou Yeltsin. Donc on a tendance à un peu accuser Poutine, alors que Poutine finalement a redressé son pays et a retrouvé une souveraineté nationale, alors que la Russie a été vendue et détruite. Qu'on retrouve le plan de TNN qui a désindustrialisé les pays d'Europe de l'Est, alors qui a accentué leur décentralisation des pays post-communistes. Ils n'ont pas pu se relancer. Alors quelle est la les pays de l'Est sont complètement détruits. De le savoir, comment l'Europe peut faire face aussi à ça, et comment on ne peut pas exclure la Russie, car nous avons quand même une grande histoire commune avec nous depuis les Tsars, depuis Alexandre II, Alexandre III, depuis Tarkovsky, depuis la guerre avec les Turcs et la France et l'Angleterre au XIXe siècle. Enfin, des exemples. C'est une question. Comment l'Europe peut rentrer la Russie en commun avec nous et en partenariat. Monsieur, l'histoire commune existe, mais elle n'excuse pas tout. On a une histoire commune avec les États-Unis. On s'est opposé à la guerre d'Irak en 2003. Et on a raison de le faire. Donc l'histoire commune ne peut pas justifier d'être d'accord avec un pays. Elle peut, et l'histoire commune, c'est quand même une sorte de slogan de fin de banquet que l'on met en avant dans des réunions, mais qui ne sont pas réellement sincères. Ceci étant, il est vrai que, là, moi, on ne parlera pas d'histoire, on parlera d'intérêt. La vraie question est de savoir, est-ce que l'Europe a ou non intérêt d'avoir des relations avec la Russie, et d'avoir des relations positives avec la Russie. Et là, la réponse peut-être être différente autour de cette table, mais elle me paraît, pour ce qui me concerne, elle me paraît positive. On a intérêt à avoir des relations avec la Russie, mais avoir des relations avec la Russie ne veut pas dire tout accepter de la Russie. Je pense qu'on peut légitimement exposer des différences avec ce qui se passe en Syrie. En même temps, sur le deal nucléaire iranien, on a besoin du soutien de la Russie. Sur la protection de l'accord climat, on a besoin de l'accord de la Russie. Sur l'intervention française au Mali, on était heureux d'avoir le soutien de la Russie. Il faut voir dossier par dossier. Je pense qu'il y a dans la presse un Russia bashing qui est, enfin, une sorte de, qui est très fort. Au niveau gouvernemental, des autorités européennes, c'est moins le cas. C'est le cas en Pologne et dans les Pays-Bas, pour des raisons qui tiennent à leur histoire. Mais même si on est différent, par exemple, sur la protection des libertés en Hongrie et en République tchèque, ce sont des pays très pro-russes maintenant, et pas du tout anti-russes. Et les gouvernements, regardez par exemple la réception de Poutine à Versailles en juin dernier, n'a pas empêché Macron de lui parler franchement et fortement, mais n'a pas empêché de le recevoir, alors que effectivement la presse protestait sur le fait de dire c'est un dictateur, on se voit pas. Mais la France en tant que pays ne peut pas avoir des relations qu'avec les pays démocratiques. Et démocratiques comme elle. Sinon, on couperait les ponts, aujourd'hui avec la Pologne d'ailleurs, avec le pays de l'Union. Après la guerre d'Irak, on aurait coupé les relations diplomatiques avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. On voit bien que c'est bon. Mais là, ne confondez pas la bulle médiatique et la réalité des politiques diplomatiques. Une autre question, un peu sur la droite, c'est derrière la gauche pour vous. Je voulais vous féliciter, bravo, j'étais très sensible à ces interventions, mais d'un autre ordre, peut-être c'est pas le sujet aujourd'hui, la jeunesse. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'au sein des écoles, on ne parle pas assez de l'Europe, et pourquoi pas en primaire, même des émissions à la télévision sur l'Europe, pour motiver ces jeunes. Vous interrogez n'importe quel jeune de ma génération, mes neveux autour de moi, l'Europe, ils ne connaissent rien. On ne parle pas assez de l'Europe, il n'y a pas assez... Et c'est ça l'avenir. Il faut être visionnaire, dès maintenant, il faut prévoir l'avenir, il faut la préparer. Alors, monsieur, je vous enjoins à aller voir les présidents et les directeurs des programmes des chaînes de radio et de télévision et d'essayer de leur faire passer votre message. Je ne fais que ça depuis 35 ans. Mais je peux vous dire, la tâche est rude. Chaque fois que je vais présenter un projet européen à un directeur de programme, pourtant j'ai été un directeur des programmes. J'étais directeur des programmes de RFI pendant 3 ans. Quand vous allez proposer un projet avec le mot Europe là-dedans, la réponse est universelle. On vous dit, mais l'Europe n'intéresse personne. C'est ce qu'on va dire. Donc, il faut leur montrer le contraire, il faut écrire, il faut mobiliser les gens, il faut essayer de leur dire. Je pense que la seule
façon, c'est de changer un peu de génération et de sexe des personnes qui dirigent les chaînes. Hein, parce que moi, depuis 35 ans que je fais des émissions, c'est pratiquement que des hommes de 55 ans. Je vais vous donner juste 2 exemples. Quand j'étais sur France Inter, j'ai fait pendant 30 ans plus ou moins on and off la revue de presse européenne. Quand je l'ai faite, ça date, c'est vrai, mais c'est une anecdote qui vous en dit long sur votre question. C'était une revue de presse européenne. C'est Yvon Levaille qui m'a demandé de faire ça après sa revue de presse française. Mais la communication à France Inter a décidé d'appeler ça « chroniques étrangères ». Moi, je me voyais dans la savane, etc. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous appelez ça des chroniques étrangères? C'est pas des chroniques étrangères. D'ailleurs, en tant qu'Européen, je trouve que déjà le mot étranger pour un Européen, c'est ça la valeur de l'Europe, c'est que je me sens pas vraiment un étranger ici, et je pense pas que si vous allez en Grande-Bretagne encore pendant 9 mois, vous vous sentiez étranger. Donc, chroniques étrangères, je me suis battu pendant 6 mois pour qu'on dise tout simplement revue de presse européenne et pas chroniques étrangères. Vous voyez, vous avez ce genre de problème. Et vous avez des dirigeants qui appartiennent à la génération pour qui l'Allemagne, c'est l'étranger toujours. C'est un peu ça le problème. Je vous donne juste un autre exemple, mais qui est très parlant. J'ai fait ma revue de presse européenne sur France Inter. Je la faisais en 1999. Et il y avait les élections européennes. C'était le dimanche. Le lundi, il y avait les résultats. Le vendredi d'avant, on m'a appelé, mon rédacteur en chef, celui qui voulait que ça s'appelle Chroniques étrangères, il m'a dit Alex, bonne nouvelle pour toi, tu peux rester au lit lundi parce que nous faisons une spéciale élections européennes et on décommande les chroniques ce jour-là. Donc d'habitude j'étais très content de rester dans mon lit, mais là j'ai quand même appelé en disant attends Bertrand, tu es en train de me dire que je ne veux pas que je vienne lundi, c'est le lendemain des élections européennes, je te rappelle que je fais la revue de presse européenne, je lis 40 journaux européens tous les matins, on va parler que de ça. Et tu veux pas que je vienne? Et sa réponse a été, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, il m'a dit non Alex, ce qui intéresse les Français ce jour-là, c'est le point de vue des hommes politiques français. Donc, vous avez ce problème-là quand vous voulez parler à la jeunesse de l'Europe, c'est que vous avez des médias que dès lors qu'il y a le mot Europe, ils veulent pas. Je peux vous dire, j'ai monté une boîte, j'ai mis de l'argent dedans, j'ai tout perdu parce que je voulais faire des émissions européennes. C'est beaucoup difficile. Et la France encore, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette émission continentale, mais c'est parce qu'il y avait Jean-Marie Cavada qui était directeur des programmes pendant 3 mois à FR3, et la personne qui a lancé Continental, c'est pas moi, mais qui est allé le voir une semaine quand il savait qu'il allait décisionner, il disait, on peut pas quand même faire quelque chose sur l'Europe. Il a cédé en disant oui, il y a un peu d'argent qui reste dans les fonds de tiroir, fais ça. Et je dois ma carrière à Saddam Hussein. Saddam Hussein parce que j'ai eu le bonheur, sinon cette émission n'aurait pas existé, j'ai eu le bonheur de faire la première émission le jour où Saddam Hussein a envahi le Koweït. Ce qui fait que les gens ont branché leur télévision, parce que c'était en 90, pour savoir si des Scuds allaient sur Israël. Et du coup, on a augmenté les chiffres de 200 000 à 3 millions. C'est le seul jour où France 3 a battu TF1 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui fait que c'est des trucs comme ça qui ont fait que Continental a pu rester, parce que le directeur du programme à l'époque a dit il faut le garder, c'est génial cette émission, et c'est comme ça qu'on a pu faire une émission pendant 5 ans, parce que sinon elle n'aurait pas duré. Donc c'est dur. Alors en attendant de vivre dans un monde audiovisuel idéal, je vous invite à écouter RFI sur 89 FM, qui est de loin la radio qui parle le plus d'Europe. C'est même la radio de l'Europe et du monde. RFI, Radio France Internationale, 89 FM. Il y a un grand nombre d'émissions européennes, et on en a enregistré une tout à l'heure avec Pascal, Michel et Alex, et encore quelques autres, Miguel Angel Moratinos, qui sera diffusée demain dimanche à 18h10, RFI 89 FM à Paris et dans toute l'île de France. Alors, Stéphanie Renaud voulait rajouter un petit mot. Oui, vraiment quelques mots. La question est la bonne. Souvent, la communication, on dit, mais sauf que la communication, généralement, ou le manque de communication, témoigne d'un mal plus profond. Donc, on peut déplorer qu'on ne communique pas assez. On peut déplorer que, effectivement, l'Europe n'intéresse pas les Français. Mais sauf que c'est pas en hurlant, en tapant des pieds, en disant c'est pas bien, intéressez-vous à l'Europe, on y arrivera. Moi, je pense qu'il faut d'abord se poser la question de savoir pourquoi
on n'arrive pas à intéresser les Français à parler et s'interroger, discuter, échanger, s'engueuler peut-être, passez-moi l'expression, sur l'Europe. Il faut d'abord se poser cette question-là. Ça, c'est le premier point. Généralement, on n'intéresse pas parce qu'on ne sait pas en parler et que la plupart des gens ne savent absolument pas de quoi ça parle. Et la nature humaine étant quand même plutôt paresseuse, la marche paraît tellement énorme avant d'avoir le début du commencement des quelques premiers arguments qui permettent de comprendre qu'on passe à autre chose. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et même si RFI fait un travail bien supérieur à ce que fait la région Île-de-France en termes de communication sur l'Europe, j'ai le plaisir de vous dire que la région Île-de-France depuis quelques mois finance une formation des journalistes aux questions européennes et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un certain nombre de correspondants, enfin pas correspondants d'ailleurs, de journalistes français qu'on a fait donc, je vais citer quelques-uns, mais de grands journaux, Le Figaro, Libération, Le Monde, quelques radios, qui sont venus à Bruxelles, qu'on a fait venir dans notre représentation permanente à Bruxelles pour expliquer, voilà, très concrètement sur quoi on travaille, quels sont nos enjeux, quelles sont nos difficultés, si on échoue au niveau européen, au titre de la région Île-de-France, quelles vont être les conséquences territorialement pour le francilien. Et voilà, et ça vient pas tout seul, c'est pas en one shot comme on dit, c'est de manière récurrente. Mais moi, je pense que vous l'aurez compris, moi je suis convaincue que c'est quand on arrive à incarner, à territorialiser, à concrétiser une idée, qu'on la rend intéressante, intelligible et qu'on a envie de la poursuivre. Et je pense que l'Europe, c'est exactement cette démarche-là qui lui manque aujourd'hui. Et les journalistes ont besoin d'être formés au moins autant que les citoyens, si ce n'est plus compte tenu de la responsabilité. Alors on a le temps pour une dernière question avant de rendre la salle. Alors, Bonjour, mademoiselle. Marie-Laure Charles du Mouvement Européen. C'était juste pour répondre au monsieur, en fait. Donc le Mouvement Européen, on est partenaire ici, c'est notre petit logo qui est en bas. En fait, ça fait plus de 20 ans qu'on fait l'Europe à l'école, monsieur. Oui. Donc nos petits jeunes, vous en avez un devant vous, en fait. Nous allons dans les collèges et les lycées. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il faut que les profs d'histoire géo nous donnent l'autorisation et que les proviseurs et les principaux nous donnent l'autorisation aussi. Mais le ministère de l'Éducation nous l'a donné, l'autorisation. Donc on a leur lettre, il n'y a pas de souci. Ben oui, je sais, mais justement, nous, on le fait bénévolement. Donc, mais si vous avez des profs d'histoire géo dans vos contacts, ou des proviseurs ou des principaux, envoyez-les nous au Mouvement Européen. Nous, volontiers, on va donner des cours sur l'Europe avec des petits bouquins didactiques, des cartes, etc. On fait bénévolement, gratuitement, tout ce que vous voulez, avec beaucoup de cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mouvement, merci. Alors, comme c'était pas vraiment une question, une dernière question. Allez, le premier rang, alors le premier rang, alors, voilà. Vous êtes obligé de revenir, hein. C'est vous. Merci. Alors moi je suis comme Alex Taylor, je suis plurilingue, je parle 6 langues et je pense que si on a un peu de mal en France à s'intéresser au projet européen qui fait l'unité, c'est le fait que les Français sont pas tellement multilingues ou plurilingues. C'est peut-être ça la base. Alors qu'il y a par exemple 2018 et l'année européenne du patrimoine culturel. Il y a des manifestations chaque année. L'année dernière, Marseille était capitale européenne du sport. Et il y a tous ces événements qui font que ça peut intéresser les jeunes, qui font une cohésion en fait. Et l'exemple du concours européen de la chanson, c'est tout à fait ça. Ce sont des mouvements comme ça qui peuvent séduire les jeunes Européens à s'intéresser à l'Europe. Allez, une toute dernière, monsieur à qui j'ai promis, voilà, au premier rang, voilà. Excusez-moi, très, très rapidement, 2 observations et une question. La première observation, c'est que le Parlement européen, pour ceux qui ne le savent pas, siège 3 semaines sur 4 à Bruxelles et pas à Strasbourg. C'est une arrogance des Français de penser qu'ils siègent à Strasbourg. C'est quand même le Parlement de Strasbourg. 260 millions d'euros. Et chaque fois que tous les députés européens, tout leur staff se déplacent à Strasbourg, ils maudissent le nom de la France. Je pense que les dirigeants français feraient bien de s'interroger sur la pertinence de maintenir ça à Strasbourg. Sur le lien entre les circonscriptions transnationales et nationales, je comprends bien qu'il ne faille pas jouer, je suis tout à fait d'accord avec vous madame, avec les scrutins électoraux, vous avez tout à fait raison, je comprends bien que c'est un peu difficile de mélanger une partie des listes. Il n'empêche que, pour ceux qui fréquentent le Parlement européen, comme c'est mon cas, excusez-moi de vous le dire, mais nombre de parlementaires européens, enfin nationaux ou français, c'est une honte, ce sont les prébendes de la République. On en voit tous ceux qu'on n'a pas envie de parler de rattachement, de territorialité, c'est se bercer un petit peu d'illusions. Voilà. La question, oui.
Excusez-moi. Mais oui, mais alors, depuis 1789, en France, les députés sont censés représenter l'intérêt national et pas l'intérêt de leur département. C'est le principe même de la représentation. Hein, sinon, il n'y a pas d'intérêt général. Et malheureusement, c'est pas le cas au niveau du Parlement européen. La question, elle va pour Monsieur Alex Taylor. J'étais très sensible à votre témoignage. Vous avez tout à fait raison. Ce sont les petites choses qui, faites tous les jours, souvent font de grandes choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faudrait faire une équipe de football européenne? Je pose la question. Voilà, comment on peut faire progresser ce débat? Contre qui jouerait-elle? L'identité européenne. Je sais pas, faut croire que moi j'ai pas forcément la réponse. Quand j'ai monté ma boîte, par exemple, je faisais une émission sur Arte qui s'appelait Confetti, qui avait vocation de parler de choses sympathiques en Europe. Et j'ai envoyé des équipes partout en Europe faire 250 reportages sur des gens qui se sont aimés en Europe, des couples. Et je me rappelle toujours qu'il y avait des couples extraordinaires en Europe, parfois des couples de pays différents. Et juste le fait qu'on fasse ce panorama et tous les gens qui avaient ce rendez-vous, qui faisaient de l'audimat. Et par exemple, je me souviens, on a filmé un couple d'Espagnols qui avait 95 ans à peu près. Ils ont rejoué la scène où ils se sont rencontrés 80 ans plus tôt, où il est venu avec une rose, lui faire une proposition de mariage déjà à la porte de l'école où ils étaient tous les deux. Et quand vous avez des rendez-vous comme ça, un jour c'est suédois, un jour c'est polonais, c'est par ça que vous allez intéresser, je suis d'accord avec vous, il faut intéresser les gens par des histoires qui leur sont proches. Ensuite, j'ai fait 250 reportages avec des Européens qui nous présentent leur maison, où ils vivent, avec des solutions écologiques et tout ça, mais c'est par du vécu, par des choses réelles que vous allez intéresser les gens. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, je suis complètement d'accord que ces valeurs politiques européennes, ces idées intellectuelles sont très belles, mais vous allez intéresser les gens avec ce qui touche leur quotidien, la bouffe, l'amour, le quotidien, leur maison. Et quand vous mettez ça dans un contexte européen, vous pouvez les avoir. Merci Alex pour ces petits mots d'Europe qui se construit pas à pas au quotidien et européen, et avec chaque Européen et 500 millions d'Européens, ça fait quand même une histoire, un destin commun. Merci d'avoir été avec nous, au revoir. Attends, c'est là-dessus? Alors, il a pas. Si, on reprend. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, c'était donc, vous avez entendu le débat, il y a un document exceptionnel et unique, exclusif sur IDFM, donc 4 personnalités qui répondaient à la question « Y a-t-il des valeurs européennes ?» avec donc, vous avez entendu Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, Stéphanie Vonneux, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge des affaires européennes, Michel Mangenot, professeur à l'Institut d'études européennes et de l'Université de Paris 8, Alex Taylor, journaliste, animateur de radio et de télévision britannique et français. Un débat animé par Daniel Deséquel, journaliste, producteur de Carrefour de l'Europe sur RFI. Tout de suite, on fait une pause, bien sûr, musicale. Je vous propose donc LSD, un groupe que vous connaissez sans doute. C'est pas le nom du groupe, c'est le nom du titre, n'est-ce pas? C'est le nom du titre? Oui. Et c'est qui le groupe alors? C'est, il me semble, il n'y a pas écrit, il me semble que c'est Diplo, je vérifie. Ah, c'est Diplo. Avec du Alipa. LSD de Diplo. Je veux vérifier parce que je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Et après, c'est Maroon 5. Ouais. Maroon 5, là, c'est les groupes, je sais même pas. Enfin, je sais que c'est un chanteur, je sais plus ce que j'ai mis. Girls Like You, ouais, c'est ça. Et moi, il faut que je me le note si je me Mais c'est un groupe LSD, apparemment aussi. Non, mais là, c'est pas du tout la voix d'LSD, là. Donc, c'est un groupe que vous connaissez, LSD, c'est pour ça. Ouais. Non, là, c'est Diplo et Sia. Ah bah du coup, Larissa, elle est en... Je vais baisser un peu en studio pour pas qu'on entende trop sur Facebook. Ça dure combien de temps le titre? Vous avez 2 minutes.
Pose-toi. Tu m'attends. Ah, c'est mignon. Là, vous comptez parler un peu ou pas? Combien de temps j'ai? Vous avez 5 minutes. Bah oui, je peux encore donner... Si vous parlez jusqu'à 57, on passe qu'un seul titre. D'accord. Sinon, on pourra en passer deux. Non, non, c'est bon, parce qu'il m'a dit qu'on gardait l'antenne jusqu'à 11h. Et donc on se quitte sur Maroon 5 si on parle jusqu'à 57. D'accord. Oui, mais il faut passer le jingle quand même. Ok. À la fin de Maroon 5. moins de 57. À la fin de Maroon 5. Ok. Non, on se quitte à 11h. Pas... Non, non, il passe pas de pub. Hein. Voilà, c'était donc LSD, une chanson chantée par Diplo, Dua Lipa et puis Sia, vous avez sans doute reconnu leur voix. Alors avant de se quitter, eh bien, quelques infos internationales. L'investissement chinois s'infiltre en Afrique et éclipse l'Europe. Le Fonds fiduciaire pour l'Afrique récemment créé et le plan européen d'investissement extérieur, le PIE, sont les derniers instruments d'investissement de l'Union européenne centrés sur l'Afrique. 44 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2020 sont prévus et la Banque européenne d'investissement joue un rôle majeur dans la coordination, bien sûr, de ces investissements. En 2017, c'est 400 millions d'euros qui ont été portés sur des projets comme un port qui fonctionne, de l'énergie, bien sûr tout ça en Afrique, mais aussi l'accès aux prêts en monnaie locale pour les petites entreprises, des fonds de capitaux investissements régionaux, y compris des investissements dans la microfinance et dans les entreprises locales de taille moyenne. Environ la moitié des prêts facilités par la BEI en Afrique soutiennent chaque année l'investissement du secteur privé par les petites et moyennes entreprises. Mais les différents véhicules d'investissement de l'Union européenne s'accompagnent tous d'objectifs politiques comme le contrôle de la migration à long terme, l'augmentation de la capacité énergétique et l'industrialisation de l'agriculture sont des objectifs clés pour l'Europe. Alors la Chine, elle, n'a pour sa part ni les contraintes de trésorerie de l'Union européenne, ni ses priorités politiques, et le président Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars, c'est-à-dire 51,6 milliards d'euros, comme nouveau moyen de financement pour le développement en Afrique. La Chine investit sans contrepartie idéologique, mais demande des conditions financières dans des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville. Eh bien, ces pays-là se sont lourdement endettés par rapport à leur PIB auprès de la Chine. Le fait que l'argent de la Chine ne soit pas assorti de conditions politiques, rendent toutefois les investissements chinois plus attrayants pour les gouvernements africains. D'autres pays, bien sûr, investissent également en Afrique, par exemple les Russes, le Royaume-Uni, les Turcs et bien sûr les Allemands. 1 millier d'entreprises allemandes sont actuellement installées ou font des affaires en Afrique. On va tout de suite faire une nouvelle pause musicale avant de se quitter. On va vous souhaiter après un excellent week-end. Je vous propose Maroon 5 avec son nouveau titre « Girl Like You ». On rend l'antenne qu'à 11h. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, je t'en regarde. Donc 30 secondes avant la fin. Non, 20 secondes, je dis au revoir. Ça suffit. Dans 40 secondes, il faut.
40 secondes avant la fin pour que je les revoie. Ah, vous dites au revoir? Je pensais que vous vouliez juste passer le générique. Okay. Non. Je vais parler sur le générique. Je dis au revoir. Vous avez besoin de combien de temps? Ah bah moi 10 secondes pour dire au revoir. Bon, c'est bon. Donc il faut qu'on... Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous dire exactement. Bon, là, on est à... En gros, je vais rajouter encore une petite minute. Et sur les 40 dernières secondes, on s'en va. D'accord. Donc il reste encore une minute de chanson. Hein? Il reste encore une minute de chanson. Ouais, bon, ça. Sur les 40 dernières secondes, je... D'accord. Peut-être un peu en quelques on va voir. Je lance d'abord le générique et après je donne la parole. Ah non, c'est le contraire. Ok. C'était donc le bar de l'économie sur EDFM pour un spécial Europe. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, à lundi. Je pensais que vous vouliez parler sur le générique.